Merci pour la parole. Je sens la pression derrière moi, avec tout ce qui s'est passé. Alors, je voudrais remercier d'abord en premier à l'aumônerie, en particulier l'aumônier principal, le pasteur Daniel, pour l'opportunité et l'occasion offerte à ma personne de présenter devant l'auguste assemblée que vous faites, que vous composez. Je remercie aussi chacun d'entre vous présents physiquement ici, mais aussi j'aimerais remercier tous ceux qui sont en ligne maintenant en train de nous suivre. C'est un honneur pour moi et une bonne opportunité, et je vous remercie. Alors, on m'a présenté, je pense qu'il n'y a rien à ajouter, bien qu'on l'a fait vraiment en détail, et ça me met vraiment la pression, mais après on est habitué. Maintenant, on va commencer le sujet que nous avons préparé depuis bien longtemps, qui s'appelle « À l'ère de l'IA générative, défis, opportunités et perspectives dans la sphère académique ». D'habitude, je parle trop vite, mais je vais faire un effort de parler très doucement. Alors, bien avant, quand on était à l'école primaire, on disait que celui qui ne sait pas écrire et lire était moins que rien. Je sais que nous sommes à l'ICBC, on est bilingue. Permettez-moi de le dire à Swahili comme on le faisait à l'école primaire. Je ne vais pas chanter, mais je vais, parce que je chantais effectivement, mais moi je vais juste prononcer. On disait asiyejua kusoma na kuandika iko nani bumbafu kweli. Alors ça c'était le temps, n'est-ce pas, qu'on était à l'école primaire, parce qu'effectivement celui qui ne savait pas lire et écrire, il était effectivement bumbafu kweli, parce que il ne pouvait pas écrire une lettre ni lire. Et donc, il n'avait pas de secret. S'il fallait écrire une lettre, il fallait, n'est-ce pas, se déplacer, aller voir quelqu'un qui savait écrire, qui va le faire à sa place et lire à sa place. Effectivement, il était Bumba Fukweli à ce moment, comme on le chantait effectivement. Et quand nous sommes allés à l'école secondaire, on a changé de formule. On disait quoi? On disait que c'est lui qui ne sait pas utiliser les outils diagnostiques ou alors l'outil informatique qui est l'ordinateur par excellence, n'est-ce pas? On disait que peu importe les diplômes qu'il a, il va rester comment? Il est lettré, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas utiliser, avant qu'on était à l'école secondaire, bien sûr, si vous ne savez pas utiliser la machine qui est devant moi ici, on disait que même si tu es doctorat ou docteur, je ne sais pas comment, tu es master, tu restes comment? Tu restes illettré parce que tu ne savais pas utiliser l'outil informatique. Et à ce moment-là, effectivement, on avait vu, je dirais comment, on avait vu, n'est-ce pas, beaucoup de centres qui ont été créés ici, là, à Beni, à Butembo et partout au pays, où on nous apprenait, n'est-ce pas, comment utiliser l'outil informatique. Parce qu'on craignait que, même si vous finissez à l'ICBC ou je ne sais pas, vous finissez dans telle école là où vous avez étudié, ça, connaître, ça, savoir comment utiliser l'outil informatique, on resterait toujours comme quoi? Forcément comme un illettré. Voilà. Actuellement, maintenant, ça s'est dépassé aussi. Tu sais lire et écrire, c'est bon. Tu sais utiliser l'outil informatique, c'est bon. C'est pas un péché, c'est bon. Ça va? Mais maintenant, actuellement, là, nous allons dans 2 ou 3 ans, même maintenant, je pense bien. Si vous ne savez pas comment utiliser les outils de l'IA, ou alors, particulièrement, les outils de l'IA générative, alors, ça sera comme si tu n'as jamais étudié. Et si tu ne veux pas t'adapter, et donc l'outil de l'IA générative va te remplacer demain ou après-demain dans ton service. Soyez-en sûrs. Voilà pourquoi nous sommes devant vous, n'est-ce pas? On va vous présenter cet outil, non, plutôt pas l'outil, on va vous présenter, n'est-ce pas, comment fonctionne l'outil de l'IA générative, forcément, dans la sphère académique. Voilà, donc, pour cela, nous allons parler des 6 points que nous avons préparés. Les premiers, nous allons, n'est-ce pas, je sais que je suis devant l'auditoire qui est hétérogène. Il y a parmi vous ceux qui sont experts en IA peut-être. Il y a ceux qui n'ont jamais écouté parler de l'IA. Il y a ceux qui... Ok, ça va, vous êtes expert, hein? Ok, ça va, c'est bon. Mais je vous assure qu'il y a ceux parmi nous ici qui n'ont... Il n'y a pas que vous qui êtes ici, il y a ceux qui sont en ligne aussi. Je ne parle pour tout le monde. Hein? Si vous êtes des experts, c'est bon, je vous les concède. Mais toutefois, n'est-ce pas, il y a ceux qui n'ont jamais écouté parler de l'IA ou qui ne savent pas comment l'utiliser, ils ne savent pas ce qu'est l'IA. Alors nous allons commencer, n'est-ce pas, au fondamental et on va aller comprendre ce qu'est l'IA.
en général, ce que moi j'appelle fortuite l'IA classique. Le deuxième point, nous allons parler, n'est-ce pas, on va comprendre comment on est parti de l'IA classique à l'IA générative qu'on appelle Gen AI ou Generative AI. Le troisième point, nous allons essayer de comprendre, n'est-ce pas, comment fonctionne l'IA générative. On va chercher à comprendre comment fonctionne l'IA générative. Et le quatrième point, nous allons aller maintenant explorer, n'est-ce pas, les défis et les bénéfices ou opportunités, n'est-ce pas, qui représentent les Gen AI ou alors l'IA générative, n'est-ce pas, dans la sphère académique, comme nous sommes à l'université ici. Le cinquième point, nous allons parler de prompt engineering techniques. Ça veut dire quoi? Nous allons ensemble, n'est-ce pas, partager les connaissances de comprendre comment utiliser l'IA générative, comment poser les questions à l'IA générative et comment les formuler, n'est-ce pas, quelles sont les techniques, n'est-ce pas, et qui nous amènent à poser de bonnes questions à l'IA et pour que l'IA générative, n'est-ce pas, nous remette de bonnes réponses que nous attendons. Et les derniers points, on va aller voir les limites de l'IA générative parce que bien que c'est l'IA, mais il a aussi des limites comme c'est une chose qui avait été conçue, n'est-ce pas, par quoi? Par les humains. D'emblée, on va donc commencer le premier point. Je pense que vous êtes en train de voir là-bas, si c'est OK. Alors, nous allons comprendre, n'est-ce pas, ce qu'est l'IA. L'IA, qui est dans ce domaine scientifique, l'IA avait, n'est-ce pas, beaucoup de définitions selon les chercheurs, et chacun selon sa compréhension. Mais ils ne se sont pas jusque-là contredits. Mais ce que vous allez retenir, n'est-ce pas, parce qu'il n'existe pas une définition, je dirais comment, universelle de l'IA. Il y a beaucoup de définitions selon les auteurs et selon les ouvrages, les livres, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais alors, ce que moi je peux vous dire maintenant, une compréhension générale de l'IA, c'est que l'IA, c'est une science d'abord de l'ingénierie, ça va, qui a comme mission de développer, ou alors de développer des machines et des outils, n'est-ce pas? De les doter aussi des compétences humaines ou de l'intelligence cognitive humaine. Donc, c'est un peu ça. L'IA, c'est une science de l'ingénierie qui a pour but, n'est-ce pas, de développer des outils, des machines, des outils, n'est-ce pas, et de les doter, n'est-ce pas, des compétences, n'est-ce pas, ou alors de l'intelligence cognitive humaine. Quand je parle de machines, je ne vois pas seulement les machines physiques comme des robots, bien sûr ça aussi, mais je vois aussi des machines ou des robots électroniques. Ça existe. Alors, donc, je disais, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de définitions d'IA, mais alors, moi, je vais te donner ma compréhension, n'est-ce pas, retenez que c'est une science, n'est-ce pas, de l'ingénierie, qui a pour but de concevoir des machines et de les doter des capacités cognitives humaines ou de l'intelligence humaine. Voilà, donc c'est épais ça l'IA, mais après, avec votre curiosité, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de définitions selon les auteurs, selon les livres et les ouvrages aussi. Mais ils ne se sont pas contredits, ils rentrent dans la même logique que je vais expliquer ici précédemment. Alors, quand je parle des connaissances ou des compétences ou de l'intelligence cognitive humaine, je prends un certain nombre de choses. Il y a ce qu'on appelle la perception, l'apprentissage, les raisonnements et l'effet d'agir sur son environnement. Je vais donner un exemple concret. On est humain. Si tu es dans la salle maintenant et que tu vois qu'il pleut à l'extérieur, tu verras avec quoi? Avec tes yeux. Ça, c'est la perception. Tu vas voir qu'il est en train de pleuvoir à l'extérieur, c'est la perception. Tu vois? Donc, je dirais comment l'humain évolue dans un environnement. Comme les outils de l'IA ou alors les agents IA évoluent aussi dans un environnement. Alors, dans ton environnement, quand tu es ici, présent physiquement, quand tu veux sortir, par exemple, s'il pleuvait à l'extérieur, tu vas percevoir ton environnement par tes capteurs de vision. C'est sur les yeux, effectivement. Tu verras qu'il est en train de pleuvoir à l'extérieur. Ça, c'est la perception. Tu as déjà appris, n'est-ce pas, que s'il pleut, il ne faut pas sortir. Ça va? Donc, tu vas agir sur ton environnement. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher une parapluie, tu vas te protéger et tu vas agir sur ton environnement. Ça veut dire quoi? Tu vas sortir d'un point A à un point B alors que tu es sous votre parapluie. Donc, tu as perçu l'environnement, tu as réfléchi parce que tu as déjà appris effectivement, et puis tu agis sur ton environnement. Donc, il y a la perception,
Ça, ce sont les yeux que nous avons nous tous, effectivement. Mais après, il y a beaucoup de capteurs de perception sur l'homme. Il y a les yeux, il y a les sens, il y a les goûts, quoi, tout ça. Ça sont les capteurs de perception. Maintenant, l'IA est venue maintenant, n'est-ce pas, mettre à place, concevoir des outils, des machines, n'est-ce pas, qui ont, voilà, les dotés aussi des mêmes capacités comme les capacités cognitives humaines. Veut dire que si j'ai mis un robot ici, il a appris, n'est-ce pas, il va se comporter effectivement comme vous. Il va qu'il pleut, il va chercher une parapluie, il va se couvrir, il va sortir. Donc il a perçu son environnement, il réfléchit et il prend la parapluie, le parapluie et il va sortir, n'est-ce pas, en agissant sur son environnement. Ou si tu veux sortir, par exemple, comme par exemple Madame Sandra qui est en face de moi, si elle veut quitter sa place vers moi, elle ne peut pas venir droitement de là qu'elle est, parce qu'il y a une chaise devant elle. Ça, c'est son environnement. Et là, la chaise devant elle, elle va la déplacer pour qu'elle passe. Elle a vu la chaise avec quoi? Avec ses capteurs, les yeux. Elle va la déplacer avec quoi? Avec les actionneurs qui sont ses mains, effectivement, pour qu'elle puisse passer. Et maintenant, avec l'IA aussi, l'IA a comme mission, a comme tâche, n'est-ce pas, de faire quoi? De concevoir aussi, n'est-ce pas, des machines, physiques ou virtuelles ou alors électroniques, n'est-ce pas, qui ont les mêmes capacités comme l'homme, la réflexion, la perception, l'apprentissage et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'était ça. Donc l'objectif principal de l'IA, n'est-ce pas, est de donner, n'est-ce pas, aux machines des capacités de percevoir, de raisonner, d'apprendre et d'agir sur son environnement de façon autonome, rationnelle et spécifique. Et donc, ici, là j'ai donné l'exemple de l'humain. Maintenant, je vais donner l'exemple, n'est-ce pas, des outils conçus par l'IA qui sont totalement autonomes. Je donne un premier exemple, c'est le véhicule autonome. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Les véhicules autonomes, n'est-ce pas, les voitures autonomes sont des voitures qui se conduisent d'elles-mêmes alors. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a que des capteurs, des actionnaires et son modèle. Et il conduit d'ailleurs mieux que l'homme. Parce qu'il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas de, voilà, je dirais comment, d'émotion. Tu vois, quand tu conduis ta voiture et que tu vois qu'il y a danger devant toi, surtout les dames, je m'excuse, des fois ils paniquent. Ça peut faire ce que ça peut faire. Mais les voitures autonomes n'ont pas ces caractéristiques-là. Ils n'ont pas d'émotion, pas de sentiments, rien du tout. C'est juste la machine, n'est-ce pas, qui a appris. Il a des capteurs, il a des actionneurs, il a son modèle et ça suffit pour être autonome. Il y a des drones intelligents. Il y a des diagnostics médicaux. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'hôpital. Imaginez-vous un médecin qui consulte les patients de 8 heures et toi tu arrives là-bas à 17 heures, à 18 heures. Il est fatigué, nerveux. Voilà, donc après tu viens, il parle français, toi tu parles les Swahili. Il ne comprend même pas ta langue. Tu vas commencer à lui expliquer tes problèmes. Déjà il ne comprend pas ta langue. Il a travaillé, il est fatigué depuis le matin. Il a ses limites. L'homme a des limites. Mais avec les assistants du diagnostic médical conçus par l'IA, il n'a pas de fatigue. Il n'a pas d'émotion. Il comprend ta langue. Tu parles à Kiswahili ou je ne sais pas à Kinande. Il te comprend et il te prescrit le médicament que tu vas prendre. Mais je vais nuancer là-bas. Il y a des domaines qu'on n'a pas encore laissé à l'IA totalement. L'IA reste toujours quoi? Comme un assistant à l'homme à ce niveau-là. C'est comme en médecine humaine, en droit et ainsi de suite. Mais c'est juste un exemple que j'ai donné. Donc c'est pour vous montrer, n'est-ce pas, il y a des limites des hommes que l'IA peut combler. Voilà, une chose. Après ça, il y a des analyses juridiques. À l'ICBC, à la faculté de droit, je pense que vous avez déjà été, vous tous, n'est-ce pas, là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas grande distance, et ainsi de suite. Quand vous venez comparaître, n'est-ce pas, il y a un gars qui se met là-bas, il s'appelle le greffier. Vous parlez, ce que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas, votre comparaison, il est en train d'écrire ça. Mais qu'est-ce que vous rassure qu'il écrit exactement ce que vous dites? Et bizarrement, à la fin de ce procès-là, on vous invite à signer ces récits-là qu'il a écrits. Et quand vous signez ça, quand il y aura l'autre procès prochainement, on va vous opposer ces écrits-là. Déjà, tu parles à Kinande. Lui, il écrit en français. Même s'il est Nandé. Peut-être qu'il ne comprend même pas bien le français. Ou plutôt les Kinande. Il traduit. En traduisant des Kinande en français, il y a ce qu'on appelle les gaps sémantiques. Il va, n'est-ce pas, il va déborder à terme des gaps sémantiques, les sens, les contextes.
Il va écrire ce que lui comprend. Mais maintenant même, je peux faire un exercice. Je peux appeler quelqu'un, je dis, même au micro comme ça, je dis, va dire à tel ceci. S'il va dire ça, il va mener le message effectivement, mais pas exactement ce que moi j'ai dit. Pas forcément. C'est ce qu'on appelle le gap sémantique. Il va amener le message, mais pas l'essence forcément de ce que moi j'ai donné. Mais l'IA vient combler tous ces gaps-là. Avec quoi? Avec les outils d'analyse et d'assistance juridique. Donc, avec l'IA, je peux parler comme je veux. Je suis en train de comparaître, n'est-ce pas? Il me fait le résumé dans ma langue, effectivement. Et il peut même m'expliquer ce que moi j'ai dit. Et on m'amène ça, n'est-ce pas? Et après, je vais signer. Voilà. Parce que quand vous allez là-bas, c'est pas à grande distance, quoi, tout ça. Tu parles, les gars, il est en train d'écrire ce que tu es en train de dire. Tu parles à Kinande, il dit qu'il comprend le Kinande, il écrit en français. Et puis on te dit, et papa qui a signé à pas. Tu viens, tu signes là-bas. Demain, tu reviens, tu dis, moi, je n'avais pas dit ça. On t'oppose ce qu'il a écrit. Est-ce que ce qu'il a écrit, c'est ce que moi j'avais dit? On est ensemble. Alors, à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il peut écrire, n'est-ce pas? Il peut se dérailler de ce qu'on appelle les gaps sémantiques. Il peut aller au-delà de ce que toi tu as dit. Il peut exagérer ou peut écrire moins, mais tu vas signer quand même. Mais avec les outils d'analyse et d'assistance juridique, il n'a pas ce sentiment. Ou alors, tu peux dire quelque chose, lui il a ce sentiment contre toi, il écrit ce que tu n'as pas dit. Et le plus souvent, ce qu'on voit là-bas, on ne te laisse même pas le temps de lire. Ou on te lit ça, on ne te lit même pas. On te lit ça. On te lit, tu dis, c'est ce que tu as dit, tu dis oui. Tu viens, tu signes. Et demain, on va t'opposer ça comme tes propos. Et ça va te mettre à la prison, ça va aller avec tout ce qui va aller. Alors, mais avec les outils, les l'IA génératives, n'est-ce pas, d'analyse juridique ou alors l'assistance juridique, il n'y a pas ces sentiments, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas ce mensonge-là. Ça joue même sur les gaps sémantiques, ça reste dans ce que tu as dit. Il y a les prédictions, n'est-ce pas, les recommandations. Et je pense que vous avez déjà vu, si vous avez déjà booké des vols sur les sites de vol, ou alors booker, ou alors acheter en ligne même, c'est que si tu as booké un vol de, je sais pas, Entebbe Kinshasa, quand tu reviendras sur les sites là, on va te proposer des vols qui vont dans le même sens là. Donc des recommandations et ainsi de suite. Au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle les pilotes automatiques. Actuellement, l'aviation dépend pas totalement, mais à grande partie de l'IA. L'aviation civile comme l'aviation militaire dépend à grande partie de l'IA. Je me rappelle un jour comme ça, j'allais à Bunia, j'ai quitté Bénin pour Bunia avec l'aviation MAF. Et avec MAF, plus vous pesez beaucoup, plus vous mettez devant, donc à côté du pilote ou quoi tout ça. À l'époque, j'ai pesé beaucoup, pas plus que vous, mais plus que c'est là avec que j'étais dans les vols. Alors, je me suis mis, j'ai eu les privilèges de me mettre à côté du pilote et il a préparé son vol, il y avait une tablette. Et après, il a juste pris les manettes, on a décollé. Et quand on a pris l'attitude, il a laissé. Et il commençait à discuter avec moi et parler à d'autres personnes derrière. Comme il était à côté de moi, j'ai dit, mais toi, on est dans les airs comme ça, toi, tu prends le temps de discuter avec les gens. Voilà, donc, il avait déjà activé les pilotes automatiques. C'est de l'IA. Il anticipe tout. S'il y a des vagues, s'il y a les mauvais états de l'air, quoi, tout ça, il anticipe tout et il planifie tout, plus qu'un homme. Donc, ça aussi, ça dépend, n'est-ce pas, totalement, ou alors à grande partie de l'IA. C'est de l'IA toujours. Maintenant, je vais, n'est-ce pas, ça c'est l'IA classique. Ça c'est l'IA en général, l'IA classique. Maintenant, je vais parler, n'est-ce pas, de l'IA classique à l'IA générative. Vous allez voir avec moi ici, n'est-ce pas, c'est grand. Je vais appeler ça comment? Esquisse, hein? C'est pas à bleu et à fond à couleur blanche. Là où j'ai écrit intelligence artificielle ou artificial intelligence, n'est-ce pas? Ça c'est l'IA. L'IA c'est tout. L'IA c'est tout. C'est une science effectivement, c'est tout qui comprend aussi de lui. Dans l'IA, il y a ce qu'on appelle machine learning. Dans l'IA, il y a ce qu'on appelle machine learning. Et dans machine learning, il y a ce qu'on appelle deep learning. Et dans deep learning maintenant, à couleur verte là-bas. Donc ici là, ça c'est l'IA, c'est tout. Une science très vaste. Et dans l'IA, il y a un sous-domaine qui s'appelle machine learning, n'est-ce pas? C'est une science, n'est-ce pas, qui apprend les machines à apprendre entre d'elles-mêmes, ou d'elles-mêmes, des machines précises. Ça, c'est machine learning. Et dans machine learning, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle deep learning, ou alors apprentissage approfondi, deep learning. Dans deep learning, il y a ce qu'on appelle maintenant. Bon, je vais rentrer sur deep learning. Je dis l'IA, n'est-ce pas? L'IA, c'est une science générale, très vaste là.
Maintenant, IA, il y a maintenant ce qu'on appelle machine learning. C'est une science, n'est-ce pas, qui apprend aux machines d'apprendre d'elles-mêmes à partir des données ou d'expériences. Je vais expliquer ça. Alors, dans machine learning, il y a aussi notre branche qui s'appelle deep learning. Deep learning est venu avec la découverte de ce qu'on appelle neural network, ou ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui est une technique, n'est-ce pas, de l'IA, qui se base sur le fonctionnement exact de nos nerfs dans nos cerveaux. Alors, dans deep learning, il y a maintenant ce qu'on appelle generative AI ou GenAI. Il est là au fond de deep learning. Et il y a une autre qui est là, mais je ne vais pas en parler. Maintenant, dans GenAI, il y a ce qu'on appelle Large Language Models, ou alors LLM. C'est là où il y a maintenant des recherches actuellement. Les recherches en IA se font actuellement à Large Language Model, ou alors en LLM. Si il a dit ici que je suis en train de faire ma thèse en IA, effectivement, je suis orienté Large Language Model, ou alors LLM. C'est là que j'ai fait mes recherches. Voilà, donc. Maintenant, je vais rester, n'est-ce pas, au niveau de GenAI. Vous avez vu que GenAI, c'est vraiment la profondeur. C'est au fond de l'IA, au fond de machine learning, au fond de deep learning. Alors, vous allez voir ici à côté, n'est-ce pas, j'ai esquissé une autre chose ici. Déjà, à partir de l'année 1950, on commençait déjà à parler de l'IA. On a avancé, n'est-ce pas, à 90, on a déjà commencé à parler de quoi? De machine learning jusqu'à ce qu'on est parti de deep learning. Alors, ça veut dire quoi? GenAI ou alors l'IA générative, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle qui est dans deep learning, qui est aussi autour de quoi? De machine learning. Et donc, notre exposé aujourd'hui, n'est-ce pas, va concerner maintenant cette partie à couleur verte ici, qui s'appelle Generative AI. Maintenant, c'est quoi GenAI? J'ai expliqué, n'est-ce pas, en général, c'est que l'IA classique. Maintenant, je vais passer à expliquer ce qu'est GenAI, ou alors l'IA générative. Comme j'ai dit, n'est-ce pas, que l'IA classique, n'est-ce pas, il a beaucoup de définitions selon les auteurs, selon les livres et ainsi de suite. GenAI aussi a beaucoup de définitions. Mais seulement ce que vous devez retenir de GenAI, c'est un sous-domaine, n'est-ce pas, de quoi? De l'IA, des machine learning, de deep learning, n'est-ce pas, qui a comme tâche de faire quoi? De nous générer des contenus nouveaux à partir de nos questions. Donc, on pose la question et ça nous génère des contenus nouveaux. Et ces contenus nouveaux-là, ça peut être du texte, ça peut être des images, des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des sons ou c'est pas l'audio, ainsi de suite. Donc, GenAI, c'est un sous-domaine de deep learning qui est un sous-domaine de machine learning qui est un sous-domaine de l'IA. Maintenant, GenAI, n'est-ce pas, c'est une science, n'est-ce pas, une branche de l'IA qui a pour but de faire quoi? De nous générer, de nous générer quoi? Des contenus nouveaux et qui semblent être originels, effectivement. À partir de quoi? À partir des questions que nous nous posons, qu'on appelle le prompting. À partir des questions que nous nous posons. Tout le temps, quand vous avez été TP, n'est-ce pas, jeune étudiant, vous allez sur ce que vous aimez beaucoup là, vous posez des questions et il vous donne des litanies là, des textes. Et vous vous mettez à recopier ça et vous vous amenez aux enseignants, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est le GenAI. Vous donnez le prompting et vous aimez quoi? Du contenu nouveau. Alors, après, vous allez lire, n'est-ce pas? Dans beaucoup de livres, n'est-ce pas? Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de définitions de GenAI. Les gens qui ont défini GenAI, les chercheurs là, ne se sont pas contredits. Tous, ils parlent de quoi? De GenAI, n'est-ce pas? Qui est un outil de génération de contenus nouveaux à partir de quoi? De nos promptings ou à partir de nos questions. Et ces questions peuvent aller dans tous les sens. Ça peut être des photos, ça peut être des images, des vidéos, des audios, des textes, et ainsi de suite. Alors, je vais donner la différence maintenant entre, bien que GenAI soit une sous-branche de quoi? De l'IA en général. Maintenant, je vais donner la différence entre l'IA classique et GenAI. Alors, l'IA classique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? On lui fournit des données qu'on appelle datasets. Donc, ça dit quoi? On va récolter les données de partout là. On les met dans un repository qu'on va appeler comment? Dataset. Il est là, à bleu. Je l'ai esquissé ici à bleu, comme un. Et puis,
il ne faut pas être intimidé devant les termes, dataset, non, ça n'a rien à voir avec quelque chose de compliqué. C'est juste une base de données, une base de connaissances. Donc si tu vas là, tu récoltes les données, tu mets dans un fichier Excel ou CSV, c'est un dataset. Il ne faut pas être intimidé par les termes. C'est une base de données, c'est une base de connaissances, une banque de connaissances. Alors, premièrement, il faut d'abord avoir accès aux données. Les données là que vous allez amener, n'est-ce pas, vous les stockez dans un repository qui peut être sous format Excel ou sous format CSV ou d'autres formats effectivement. Et votre CSV là, quand vous mettez ça là-bas, vous mettez les données dedans, ce CSV là fait ce qu'on appelle un dataset. Mais vous allez voir d'autres livres où on parle aussi de data frame. C'est la même chose. Dataset, data frame, c'est les bases de données. Souvent, il y a des gens qui intimident avec les thèmes. Voilà, mon dataset. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose de compliqué. Dataset, c'est juste une base de données. Tout simplement. Qui contient quoi? Des données, c'est base desquelles vous allez entraîner votre modèle. Alors, quand vous avez les données, n'est-ce pas, que vous allez mettre dans votre dataset, là, j'explique le fonctionnement de l'IA classique. Alors, vous aurez à chercher ce qu'on appelle un algorithme d'entraînement. Il existe beaucoup de types d'algorithmes d'entraînement. Alors, je ne veux pas aller vers là. Et il y a des algos d'entraînement, je ne sais pas, supervisés, non supervisés, par renforcement, ainsi de suite. Mais d'emblée, après que vous ayez dataset, vous allez choisir, n'est-ce pas, un algorithme d'entraînement. Vous l'avez là-bas. Il y a beaucoup d'algos. Il y a ce qu'on appelle SVM, voilà, donc, beaucoup. Alors, l'IA classique a deux tâches principales. Deux tâches principales. Il y a ce qu'on appelle la classification et la régression. Ça veut dire quoi? J'ai mes données qui sont ici, je les entraîne sur base de cet algorithme qui est ici, qu'on appelle aussi modèle. Après entraînement, mon modèle qui est là peut soit faire la classification ou soit faire la régression. Je ne sais pas si je vais expliquer ce qu'est la classification et la régression, sinon je vais entrer dans le cours de IA. Mais je vais expliquer vite fait là. Supposons que on vous envoie dans la brousse. On vous dit voilà, on veut chaque fois, n'est-ce pas, estimer l'âge de l'arbre à partir de quoi? De sa taille et de sa circonférence. Vous allez dans la brousse. Vous allez récolter, n'est-ce pas, les données. Vous mesurez les arbres. Ça mesure combien? 3 mètres. Circonférence, ce n'est pas autant. Vous récoltez ces données-là. Après les avoir récoltées, vous les mettez sous un fichier Excel. Là, vous avez un dataset. Vous allez choisir un modèle, plutôt un algorithme d'entraînement. Ça peut être un algorithme de régression linéaire, par exemple. Vous entraînez vos données, vous avez un modèle. Maintenant, après, vous allez passer maintenant à votre système, n'est-ce pas? Tu dis, par exemple, j'ai mon arbre, n'est-ce pas, qui a 10 mètres de longueur et c'est pas autant de centimètres de circonférence. Il a quel âge? Il va vous donner l'âge, il va faire la régression. On a semblé? La régression, n'est-ce pas, de quoi? De l'âge de votre arbre que vous avez passé. Par contre, la classification, vous passez les données, par exemple, je vais donner un exemple très pratique de l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, bon, non, je ne vais pas donner l'exemple là, mais toutefois, il y a des modèles, n'est-ce pas, de prédiction ou alors des classifications des maladies de cancer. Qu'est-ce qu'on donne en premier? On donne des photos, des images, des images réelles, n'est-ce pas, qui existent de cancer. On donne ça à notre modèle, plutôt à notre dataset. On fait une base de données des images de quoi? Des cancers. On va entraîner notre modèle sur ces images-là. Après, maintenant, on va mener notre photo qui n'est pas dans les datasets. On va mettre devant la caméra et on vous dira si c'est quel type de cancer. Ça, c'est la classification. Maintenant, après, il y a beaucoup de types de classifications. Il y a les classifications binaires, multiclasses, et ainsi de suite. Et donc, bref, l'IA classique, n'est-ce pas, il a un dataset, il a un modèle d'entraînement et il peut faire soit une régression ou alors une classification. Ça, c'est l'IA classique. Par contre, l'IA générative, il apprend et il génère. Mais l'IA classique, il apprend, il classe ou il fait la prédiction, ou la régression. Alors, ici à ce niveau, maintenant, je vais passer au niveau de quoi? De l'IA générative. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que l'IA générative ne comprend pas les textes.
Tout ce que vous écrivez là-bas, dans les prompts, vous écrivez, définissez-moi la géographie, c'est pourquoi tout ça. Il ne comprend rien de ça. Rien. C'est vous qui comprenez ça, mais lui ne comprend pas ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment il arrive à comprendre ça. Alors, j'ai expliqué, n'est-ce pas, que pour les modèles d'IA classiques, il existe les datasets, les modèles d'entraînement, et puis il va classer ou bien il va prédire la prédiction. Mais par contre, pour l'IA, les modèles d'IA générative, ils ont 3 phases. 3 phases. La première phase, c'est l'accès aux données. Pour faire quoi? Effectivement, c'est ce qu'on appelle dataset. La deuxième phase, c'est l'apprentissage basé sur ces données-là. On apprend notre modèle à se baser sur ces données-là. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle la génération des résultats. Et je vais aussi, une chose que j'ai oubliée, c'est que l'apprentissage des modèles d'IA se fait soit sur base de données, soit sur base d'expérience. Même votre enfant à la maison, quand il est à la maison, vous lui dites à la maison, mon fils, ça c'est une chaise, ça c'est la table, ça c'est la cuillère, ça c'est les données. Quand il dit ça, tu es en train de constituer ce dataset, sa base de connaissances. Quand il va quitter chez toi à la maison, il arrive chez les voisins, il va voir la cuillère qui ressemble à ce que tu lui as montré à la maison, il dira que ça c'est une cuillère. Parce qu'il va vérifier où? Dans sa base de connaissances. Je fais comprendre apparemment. Alors, mais par contre ici maintenant avec l'IA générative, il apprend aussi effectivement, mais il ne fait pas la classification ni la prédiction ou la régression. L'IA générative, n'est-ce pas, il apprend et puis après qu'il apprenne, n'est-ce pas, il va maintenant faire quoi? Il va générer. Il va générer. Maintenant, première phase c'est quoi? C'est n'est-ce pas, l'accès aux données. D'où viennent les données qui entraînent nos modèles d'IA générative? Et donc, quand je parle des modèles IA génératifs, peut-être que je suis en train de perdre certaines personnes ici. Tout ce que vous utilisez là, les ChatGPT, ce sont des modèles d'IA génératifs. Les Claude, les Llama et tout ce que vous utilisez. Alors, première phase, accès aux données. L'accès aux données, l'IA générative, n'est-ce pas, c'est nourri de nos données. Quand tu vas sur Facebook, tu mets ta photo là-bas. Tu écris là-bas des commentaires. Tu fais des posts, tu es en train de nourrir un modèle quelque part d'IA générative. J'ai dit souvent à mes étudiants, j'ai dit, attends, si tu as besoin du secret, il ne faut pas aller sur Internet. Si tu as besoin de la vie, on peut ça comment la confidentialité. Ce n'est pas la confidentialité, le secret. Hein. Écris, si tu veux écrire à quelqu'un une lettre, écris sur le papier, amène la lettre chez lui, il lit, tu rentres avec la lettre. Si tu veux les secrets. Mais si tu fais si Facebook, si WhatsApp, quoi, tout ça, en tout cas, voilà, donc tu es en train de donner tes données. D'ailleurs, quand tu crées un compte Facebook ou WhatsApp, souvent on le fait quand on n'a pas le temps. On est très pressé. Mais vers la fin, là-bas, il y a un contrat d'utilisation. On te dit que tes données peuvent être utilisées pour des faits d'études. Et à la fin, tu descends, tu dis accepter. Parce qu'on écrit ça petit comme ça, et puis c'est beaucoup. Tu n'as pas le temps de lire. Tu défiles seulement. Tu as besoin de Facebook, non? Tu as besoin de compte Facebook, tu n'as pas le temps de lire, d'analyser. Après, tu vas changer quoi? Tu n'as rien à changer. Tu descends, tu dis accepter. Quand tu signes le contrat là, tu dis que tu acceptes que tes données, n'est-ce pas, soient utilisées, pas abusivement. Bon, ça peut même abusivement, je ne sais pas. Mais soit utilisées, n'est-ce pas? Et voilà. Et quand j'ai dit ça à quelqu'un, il me dit comment il peut faire ça? J'ai dit, ben, depuis que tu as commencé à utiliser Facebook, tu as déjà payé combien? 0 francs, n'est-ce pas? Mais tes données sont vendues aux firmes, n'est-ce pas, de l'IA. Donc, quand tu vas sur Facebook, tu mets tes bazars là-bas, tu mets tes choses là-bas, tout ça, tu mets tes photos, après chacun met la photo qu'il connaît, qui veut sur Facebook. Même si, écoutez, pas seulement qui sait que tu iras public, même ce que tu envoies à quelqu'un. Je te demande, hey, envoie-moi ta photo comme ça. Toi, tu fais des choses là-bas, tu envoies ta photo. Tu envoies des messages. Tout ça là, tu es en train de nourrir, n'est-ce pas, un modèle quelque part de l'IA générative. Si tu vois ta photo demain, si l'étoile ne soit pas étonnée, même si tu l'effaces, le plus souvent, quand on est jeune, on fait se couper, n'est-ce pas, on envoie des photos indésirables aux gens, on le fait,
tu la vois, et après tu as fini d'envoyer, tu effaces. Tu as effacé chez toi. Tu as effacé chez toi, mais ça est là. Et quand il sera important, on va te les balancer. Si ces photos ne sont pas encore là, c'est que ce n'est pas encore important. Quand ce sera important, on va te les balancer. Et donc, pour dire quoi, les datasets, n'est-ce pas, de l'IA générative est nourri par quoi? Par des firmes de quoi? Des NTIC. Facebook, Google, Amazon et tout ce qui va avec. Même notre site de l'ICBC. Nous, à l'ICBC, nous concevons notre site web. On n'a pas demandé à quelqu'un, on n'a pas demandé quoi que ce soit, mais dès qu'on met ça sur Internet, tac, ils ont accès aux données, ils utilisent ça. Voilà pourquoi si tu poses la question maintenant à ChatGPT, expliquez-moi l'ICBC, il va te donner exactement les données, les informations qui sont sur le site. Vous pouvez essayer maintenant, vous allez voir ça. Avant, quand on n'avait pas encore les sites que nous avons actuellement, on posait des questions, ça amenait les facultés. Les facultés de droit ne venaient pas. Pas de droit, pas de psychologie, tout ça. Parce qu'il s'est posé sur les sites qui étaient là avant. Donc, rassurez-vous que, toutefois que vous mettez des choses sur Internet, ne passez pas que, même si tu es dans ta chambre, enfermé dans ta chambre, tu les fais pour tout le monde. Ne t'en fais pas. De toutes les façons, tu ne paies rien. Donc, les données, n'est-ce pas, qui nourrissent l'IA générative viennent des firmes de NTIC. Et ils ont besoin de beaucoup de données. Je me rappelle le matin, aujourd'hui, j'ai discuté avec le pasteur, Jean-Marc, ce matin au bureau du service Haïti, et qui avait un projet qu'il fallait mettre en place un modèle d'IA pour la psychologie, tout ça, et voilà. Et il m'a parlé il m'a demandé la taille de quoi, des datasets qu'on doit avoir. Je lui ai parlé des millions de choses. Il m'a dit, oh, vous voulez récolter 150K. J'ai dit, mais ça c'est pas normal. 150, non, 1500K. Et ça c'est pas, ça c'est rien. Avec l'IA générative, ça fonctionne avec des billions. Avec des milliers, des millions de quoi? De paramètres. Je vais vous montrer comment, par exemple, GPT-4, le nombre de ces paramètres. C'est la folie, c'est la folie. Mais vous pensez que ces gens-là passent récolter ces données? Non, ils n'ont pas récolté ces données. Ils vont sur Facebook, ils donnent l'argent. Ils ont accès aux données. Ils vont chez Google, ils donnent l'argent. Ils ont accès aux données. Ils vont chez Amazon, ils donnent l'argent, ils ont accès aux données. Mais à l'ICBC, on ne donne rien. Mais les données de l'ICBC sont utilisées, effectivement. Mais ne me posez pas la question, comment faire pour que ces données ne soient pas utilisées je ne répondrai pas à cette question-là. Mais ce que je veux que vous sachiez, n'est-ce pas, que nos données sont utilisées quotidiennement, effectivement, parce que nous aussi, on utilise ces outils-là sans rien payer. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui me dit qu'il a déjà payé Facebook ici. Depuis que tu utilises Facebook, tu n'as jamais payé Facebook. Et tu penses qu'il faut garder tes données gratuitement, comme ça, cadeau? Je ne crois pas. Voilà, donc les données de quoi je dirais comment des modèles d'IA générative, n'est-ce pas, viennent des grandes firmes d'INTIC. Ces données-là sont récoltées, n'est-ce pas, et sont conservées dans un repository qu'on appelle effectivement dataset. Ça, c'est pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'acquisition des données. Ces données peuvent être composées de quoi? Des images. Il y a des datasets qui sont composés exclusivement des images. Il y a des datasets qui sont composés exclusivement des textes. Il y a ceux qui sont composés exclusivement des vidéos ou c'est pas des audios quoi tout ça. Mais aussi, il y a des datasets qu'on appelle des datasets multimodales. Ça veut dire quoi? Ils sont composés de données hétérogènes. Texte, images et tout ensemble dans ce dataset-là. Je vais vous montrer les différents modèles. Ça, c'était l'étape de quoi? D'acquisition des données. Comprenez donc dès aujourd'hui que c'est nous qui nourrissons les datasets des modèles d'IA générative. Quand nous mettons nos postes là-bas, quoi, tout ça, et ainsi de suite, tout est là. Par exemple, j'ai vu hier sur le compte Facebook de l'ICBC, on a posté l'événement ici, avec ma photo et tout ce qui va avec. Avant, si tu vas sur ChatGPT ou demander sur Eric, tu ne verrais pas ça. Mais si tu vas là quelques jours après, on te dira quoi? Expert à quoi tout ça. Parce qu'ils ont lu ça là-bas. Est-ce que c'est vrai? Peu d'interrogation.
Alors voilà, donc deuxième étape, c'est l'entraînement. Après qu'on a des données, n'est-ce pas, nous allons passer maintenant à l'entraînement de ce modèle-là, en utilisant quoi? En utilisant des différentes techniques ou alors différents algorithmes d'entraînement. Alors, ce que vous devez comprendre aussi, je vous ai dit, n'est-ce pas, que pendant l'entraînement d'abord, vous devez comprendre que les modèles d'IA générative ne comprennent pas les textes, ne comprennent pas la voix. Quand tu prends ton téléphone, je me rappelle, bon, je vais prendre ça après. Quand tu passes les prompts, il y a des prompts qui passent même à la voix. Tu dis, faites ceci, il écrit. Toi, tu penses qu'il a compris ta voix, il n'a pas compris ta voix. Il ne comprend rien de ta voix. Seulement, quand il a accès aux données, le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il fait quoi? Il va prendre ces données-là qui sont non structurées, effectivement, les textes ou les images ou ta voix ou quoi, tout ça. Il va prendre ça, il va vectoriser ça. Il va rendre ça à vecteur. Et là, j'implore encore une fois les étudiants des sciences appliquées, c'est que ce soit préparatoire et c'est des IG, informatique de gestion en économie. Prenez bien soin de vos cours de mathématiques. Vous n'allez pas vous échapper. Ça va vous suivre partout. Vous n'allez pas vous échapper. Les cours de mathématiques que vous faites à préparatoire, ce n'est pas déjà des IG à première année. Prenez-en avec beaucoup de considération. Et donc, les modèles récupèrent, n'est-ce pas, des données qui sont non structurées. Il va les vectoriser. Il va les rendre à vecteurs. Là, c'est vecteur, je parle de vecteurs mathématiques. Hein. Il va les rendre à vecteurs. Après les avoir vectorisés, il va les numériser. Parce que quand c'est déjà un vecteur, et donc on peut les passer, on peut les dire comment. Quand c'est déjà un vecteur, on peut trouver son équivalent à terme de quoi? À terme de chiffres. On est ensemble? Il va les numériser. Il va les numériser avec des 0, 1 et d'autres valeurs, effectivement. Alors, à ce niveau ici, on a les données. Pendant l'entraînement, ici à ce niveau, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois ici. Pendant l'entraînement ici, il va d'abord, première phase, il va prendre, si c'est un texte, il va diviser ça à différents mots. Si je dis par exemple, je vais à l'UCBC, il va prendre G, ça devient un mot, V, un autre mot, A, un autre mot, L apostrophe, un autre mot, ICBC, un autre mot. Donc il va faire quoi? Il va splitter, ça s'appelle split. Il va splitter, n'est-ce pas, ce que j'ai donné comme prompt à des valeurs unitaires. Donc, pour les textes, ce sont des mots. Pour les sons, c'est des frames, chose pareille. Je vais expliquer ça. Mais pour les textes, c'est des mots. Il va vectoriser, il va splitter ça. Il va diviser ce que vous avez donné à mot, si c'est un texte. Et dès que c'est un mot, il va attribuer à chaque mot un vecteur. Et à chaque vecteur, une valeur numérique. C'est là maintenant que les modèles, n'est-ce pas, ou l'algorithme d'IA générative, n'est-ce pas, va comprendre ce que tu as dit. D'abord. Donc, quand tu entre ton prompt là, et il te répond, à ce laps de détail là, il a fait quoi? Il a splitté ce que tu as écrit, il a vectorisé ça, il a passé ça de quoi? Des valeurs numériques. Il a compris, il répond et il te remet la réponse à ce bout de temps-là. Alors, après qu'il puisse, n'est-ce pas, vectoriser ça et passer ça à valeur numérique, c'est là maintenant qu'il va entraîner ça. C'est là maintenant qu'il va entraîner ça. Mais alors, les modèles d'IA générative ne comprennent pas le monde comme nous. Pas du tout. Ils se basent sur quoi? Sur les notions de probabilité et de corrélations statistiques. Je vais expliquer ça. Alors, après qu'ils puissent, n'est-ce pas, rentrer les vecteurs à chiffres, ça ici c'est le modèle, n'est-ce pas? Il va entraîner ces données-là, qui sont déjà des valeurs numériques. Il va les entraîner. Il va les entraîner avec quoi? Il va les entraîner avec, n'est-ce pas, des algorithmes d'entraînement. Bien avant, ça s'est entraîné avec ce qu'on appelle les neural networks, ou alors les réseaux de neurones. C'est une technique, n'est-ce pas, à NIA, qui a une naissance, n'est-ce pas, qui se substitue, qui se base sur, n'est-ce pas, qui a imité les fonctionnements des nerfs de nos cerveaux. Maintenant, il ne faut pas m'amener à expliquer ça, mais retenez que, bien avant, pour entraîner des modèles d'IA génératifs, n'est-ce pas,
on utilisait quoi? Les neural networks ou alors des réseaux de neurones. Ce sont des techniques, n'est-ce pas, d'IA, hein, n'est-ce pas, qui essaient d'imiter les fonctionnements de nos cerveaux pour simuler la réflexion. Pour simuler la réflexion. Alors avant, on utilisait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les neural networks ou les réseaux de neurones. Mais en 2017, là, je suis en train de parler, n'est-ce pas, on a déjà les données ici, on a déjà splitté ça, on a déjà remis ça à valeur des chiffres numériques, et maintenant on va entraîner ça. On utilisait les neural networks. Maintenant, en 2017, les neural networks a été limité à terme de quoi? À terme de contexte. Il y a un chercheur, n'est-ce pas, j'oublie son nom, qui a écrit un article qui s'appelait Attention is all you need, je pense, qui a donné naissance, n'est-ce pas, à une technique en IA qu'on appelle attention mécanisme, ou alors mécanisme d'attention. Ça veut dire quoi? Quand les modèles d'IA génératifs récupèrent les données ici, avant de les splitter, n'est-ce pas, ils commencent par identifier les mots qui portent le sens de votre phrase ou de votre paragraphe. Quand j'ai dit par exemple, expliquez-moi l'ICBC. À ce niveau-là, avant, avec les modèles, avec les neural networks, ils prenaient tous les mots avec le même poids en termes de pondération. Mais avec les nouveaux, maintenant ici, avec attention mécanisme, maintenant, quand vous donnez un prompt, il essaie d'identifier les mots qui influencent l'essence de votre prompt, de votre question. Je sais pas si je me fais comprendre. Il essaie d'identifier, n'est-ce pas, les mots qui influencent l'essence de votre prompt, de votre question. Et c'est là qu'il va faire attention. Voilà pourquoi on appelle ça attention mécanisme ou mécanisme d'attention. Et ça maintenant, on a quitté les réseaux de neurones, on a commencé à entraîner les modèles d'IA générative avec ce qu'on appelle les transformers ou les transformers. Comme quoi? Comme GPT. Je sais que vous utilisez ChatGPT. Comme GPT et tout ce qui va avec. Alors, voilà. Alors, après ça, c'est l'entraînement. Maintenant, il y a la génération. Il peut générer quoi? Il peut générer un mot pour le texte. Il peut générer les pixels pour la photo. Donc, la photo que vous voyez, quand tu demandes à un modèle de ChatGPT de te générer quoi? Une photo. Quand tu mets la photo, ce n'est pas la photo seule. Cette photo-là a été conçue pixel par pixel. Pixel par pixel. Et donc, il va se générer un mot et le pixel pour les photos, les frames pour la vidéo, ou alors un outil multimodal pour des modèles qui sont multimodales, qui sont hétérogènes. On me dit que je reste avec peu de temps, je vais aller très vite. Donc, j'ai expliqué, n'est-ce pas, qu'on est passé de l'IA générative, n'est-ce pas, qu'on a entraîné avec les modèles des neural networks. On est allé maintenant vers les transformers, comme GPT, c'est un transformer. Mais ces transformers-là aussi sont basés sur les réseaux de neurones. Alors, GPT, c'est un transformer, Llama, DALL-E, et ainsi de suite. La génération, n'est-ce pas, se fait pas à pas. Elle ne se fait pas directement comme ça. Si c'est un texte, ça se fait mot par mot. Si c'est une photo, ça se fait pixel par pixel, et ainsi de suite. Ici, je vais donner très vite les modèles d'IA générative, n'est-ce pas? Par exemple, pour la génération de textes, nous avons GPT, toute la famille GPT. GPT-2, GPT-3, GPT-4, 5, Llama, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la génération de textes. Pour les analyses des textes, qu'on utilise souvent à droit, pour analyser un texte, on peut donner un texte à un modèle de GPT à droit, il va extraire là-bas des infractions et proposer même des sanctions à ces infractions-là, dans un grand tas de quoi? De données, texte. Et là, on utilise quoi? Par exemple, Bert, Roberta, Albert, ce sont, n'est-ce pas, des modèles de GPT pour les analyses des textes qu'on utilise beaucoup à droit et en médecine humaine. Il y a pour les amis de l'informatique, n'est-ce pas, pour coder, tu peux utiliser, n'est-ce pas, le modèle Codex, il te produit les codes propres, y compris même les commentaires, il ajoute les commentaires, n'est-ce pas, et la documentation. Il t'explique pourquoi il a fait ça. Il y a le modèle Codex, il y a Code, n'est-ce pas, il y a le modèle de DeepSeek et tout ce qui va avec. Ça, c'est pour la génération des codes informatiques.
Il y a les modèles pour la génération de quoi? Des images. Il y a Dali, tout ce qui va avec, et ainsi de suite. Je vais très vite parce qu'il y a un point qui doit atteindre. Donc, il y a des modèles pour la génération des textes, la génération des images, la génération des audios. Il y a aussi des modèles pour la génération de tout ça. Donc, on appelle les modèles multimodal, qui peut générer des textes en audio, d'audio à texte. Donc, je parle comme ça me fait les textes. Ou j'écris, ça me fait l'audio. Ça s'appelle ça le modèle multimodal. Donc, qui peut générer, n'est-ce pas, des données qui sont hétérogènes. Et d'ailleurs, je me rappelle ce matin, quand j'ai discuté la question avec Julien de l'IT, il a généré une musique. Il a juste fait un prompt et il a généré une musique. Je vais vous la faire suivre. Je l'ai dans mon téléphone. Alors, donc, je vais aller très vite comme on me menace avec le temps. Alors, au-delà des prouesses, n'est-ce pas, qui représentent l'IA générative dans différents domaines, maintenant, l'IA générative, n'est-ce pas, a fait aussi des preuves, n'est-ce pas, dans la sphère académique. Quelles sont ces preuves dans la sphère académique? Premièrement, les preuves ou les prouesses de l'IA générative dans la sphère académique, il y a ce qu'on appelle la démocratisation et l'accessibilité au savoir. Avant, quand on étudiait, l'enseignant, il avait ses notes, il venait avec ses notes qu'il a utilisées à l'école. Quand il était à l'école, il avait ça ici. Il vient avec ça, il commence à vous dicter. Premier tiré. Quand il dit, mais ça c'est quoi? Il dit, ça j'ai étudié ça il y a 20 ans. Il veut vous dicter ça, vous écrivez ça aussi. Vous aussi, vous devenez enseignant, vous utilisez les mêmes notes là. Il était très fier aussi de ces notes là. Il était le maître du savoir. C'est lui qui donnait tout. Ce qui lui a été donné aussi, ça critique. Mais avec l'IA générative maintenant, il y a ce qu'on appelle la démocratisation du savoir. Chacun peut avoir accès au savoir maintenant, ça passait par son enseignant. Il y a aussi l'accessibilité, n'est-ce pas, au savoir. Donc on a accès au savoir grâce, n'est-ce pas, à l'IA générative. L'enseignant, même, j'ai déjà vu un autre enseignant comme ça, je le connais par les noms, je ne vais pas citer parce que vous le connaissez très bien. Il me dit, voilà, je l'ai invité à l'ICBC, il me dit, non, là chez vous, je viendrai, mais je dois bien me préparer parce que quand vous enseignez, les enfants sont sous les bas avec ChatGPT. Ce que tu dis là-bas, ils vérifient ça ici. Vous voyez ça? Alors, là, c'est la démocratisation, n'est-ce pas, et l'accessibilité au savoir. Deuxième prouesse académique, c'est l'appui à la production académique. Avec l'IA générative, je peux générer parfaitement un article scientifique. Ça, c'est fort. Il me génère l'article, les références, tout. J'ai donné des modèles là-bas qui génèrent les textes. Tu peux les utiliser maintenant. Alors, troisième prouesse, c'est l'accélération de la recherche scientifique. Avant, même pas trop avant, il y a pas 3 ans, quand on a fait le TP, on allait sur Google. Tu tapes sur Google, on te fixe sur un site spécifique. Un site. Si tu vois que ça ne t'intéresse pas, tu laisses le site là, tu ouvres notre fenêtre, tu vas sur notre site. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Mais actuellement, on te pose une question, tu vas sur ChatGPT, par exemple, comme modèle d'IA générative, tu lui poses les questions, il te puise, il te filtre les informations des milliers de sites. Il t'amène des informations de Google, c'est pas quoi tout ça, et puis il les filtre lui-même. Il te les amène seulement. Au lieu d'aller passer là, à Wikipédia, oh non, pas ça, oh quoi tout ça, non, pas ça. Voilà, beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ne nous intéressent pas. On passait plus de temps à chercher sur Google, sur Wikipédia, je ne sais pas quoi tout ça. Mais avec l'appui de l'IA générative, tu entres ton prompt seulement, et il lui-même te fouille, il va te fouiller tous ces sites-là, et il te génère une réponse, n'est-ce pas, que tu veux. Alors, ça c'est une prouesse, n'est-ce pas? Autre prouesse, c'est l'amélioration de l'enseignement, n'est-ce pas, et de la formation. Ça rentre dans le même sens. La cinquième prouesse, n'est-ce pas, c'est l'innovation pédagogique et évaluation. Innovation pédagogique et évaluation. L'enseignant, on est nécessaire. Je ne vois pas un enseignant ici parmi nous qui n'a jamais utilisé l'IA générative. Quand on dit que tu as cours de bases de données, tu te réveilles le matin chez toi, tu n'as pas préparé le cours, il faut que tu commences à préparer le cours par exemple. En tout cas, soyons sincères, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui n'a jamais ouvert IA pour essayer de vérifier quelque chose. Ce n'est pas un péché. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Il faut arrêter cette pensée-là. Si tu refuses l'IA générative actuellement, tu te refuses toi-même. Tu refuses ton existence. Tu acceptes ta disparition.
Alors, ici, je parle d'innovation pédagogique et évaluation. Je donne un exemple. Permettez, M. Biochi, permettez. Je donne un exemple ici. Là où moi j'étudie actuellement, qu'est-ce qu'on fait? L'enseignant vient, il donne ce cours. Il finit ce cours parce que chaque cours à l'université doit avoir, la faculté doit définir ce qu'il veut de ces cours-là. Donc, les perspectives de ce cours, l'objectif à atteindre, quoi, tout ça, la description, quoi, tout ça, avec les contenus. Quand l'enseignant vient, on dit que non, voilà, c'est ce que tu vas enseigner. Alors là où moi j'étudie, l'enseignant vient, il donne ce cours. Il finit ce cours, il s'en va. Mais bien qu'il soit permanent, il s'en va. Et les examens arrivent, le jury prend les notes du cours reconnues officiellement. Il soumet ça aux outils de l'IA, de l'institution, effectivement, privée à l'institution. Il dit, par exemple, générez-nous 20 questions, 5 questions moyennes, 3 questions de réflexion. Il précise. Et ça, à partir de quoi? De ces notes-là, effectivement. Donc, ces questions-là, ça n'a rien à voir avec l'enseignant. Nous, on vient faire l'examen. Après l'examen, on vous donne, on dit notez bien, écrivez très bien. Parce qu'il faut bien écrire. Pour que quand on va soumettre tes copies à l'outil de l'IA qui puisse arriver à faire quoi? À déchiffrer ton écriture. Quand tu finis l'examen, vous ne partez même pas, vous attendez là. On prend vos notes, on les soumet, il corrige, il te donne tes cotes. Tu pars. Ça met la pression sur les enseignants. Quand il enseigne, parce que vous savez quoi? Quand je suis enseignant, je sais que mon cours a 10 chapitres. Je vais enseigner, moi-même, je vais composer l'examen, je vais corriger. Je suis le boss. Ça veut dire quoi? Je vais donner, si j'ai 10 chapitres, si j'ai enseigné 8 chapitres, quand je vais poser l'examen, je ne vais pas poser les chapitres que j'ai laissés. Qui va perdre? C'est l'étudiant qui va perdre en termes de connaissances. Vrai ou faux? Voilà. Alors, même si j'ai tout enseigné, quand je vais poser la question, je vais la poser avec beaucoup de sentiments. L'homme a des sentiments, il y a des sentiments, il y a des émotions, et ainsi de suite. Quand je compose l'examen, je les compose avec tout ça autour de moi. Ok, voilà, j'ai enseigné, d'ailleurs ces points, je ne vais pas bien aborder ces points, je ne pose pas ça. J'ai des sentiments. Mais avec l'IA, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'état d'âme. Voilà, donc ça c'est mon expérience que j'ai avec mon institution. Voilà, donc ça c'est sur les innovations. Mais au-delà de ça, il y a aussi des défis que l'IA nous présente dans la sphère académique. Il y a l'intégrité académique et les plagiats. Je vais aller très vite. On sait même, actuellement, si tu demandes une question à un étudiant, il te produit un rapport, tu ne sais même pas si c'est son travail. Tu dis, lui, je me rappelle, bon ok, je ne parle pas de ça. Tu dis, mais lui, comment il a écrit comme ça? Donc tu doutes, tu ne sais même pas si c'est vraiment lui qui a fait ça, parce que tu sais qu'il a utilisé les outils de l'IA. Et les plagiats. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui recourent vers les outils d'anti-plagiat, comme Turnitin. Il a des limites aussi. Les étudiants donnent un secret. Si on vous demande de soumettre votre travail à Turnitin, tu prends une page. Tu vas capturer ça comme une photo. Ça va? Tu remets ça là-bas. Turnitin ne veut pas ça. Il va prendre ça comme photo. Il ne dira pas les textes qui sont dans la photo là. Et les gens disent Turnitin c'est bon, mais il y a des limites aussi. Si tu captures seulement une page qui a des plagiats, tu remets ça à la place dans ton travail. Tu donnes à Julien, tu prends le web, tu captures la page qui a les plagiats pour qu'on puisse voir ça. Tu captures la page qui a les plagiats, tu remets ça à PDF avec la photo, tu donnes ça à Julien. Quand Julien va soumettre ça au Turnitin, Turnitin ne verra pas la photo là. Il va prendre ça comme une photo. C'est le format photo. Il ne va pas voir ça. Il ne va pas lire le texte qui est dedans. Alors que sur les plagiats. Je ne vous donne pas un secret. Parce que je vais vous donner l'antidote aussi. Hein? Je vous donne une chose, mais je vous montrerai comment vous attraper quand vous allez faire ça aussi. Ça va? Donc n'osez pas. Alors, deuxième défi, c'est l'hallucination. L'hallucination, ce sont des erreurs produites par quoi? Par les outils d'IA. Hallucination. Un modèle d'IA peut halluciner. Halluciner veut dire quoi? Donner des réponses qui ne sont pas cohérentes avec votre question. Tu poses cette question, il te répond comme ça. Et il y a plusieurs causes d'hallucination. Je vais citer
deux causes. Deux causes d'hallucination. Premièrement, c'est quoi? C'est la qualité des données qu'on a utilisées, n'est-ce pas? La qualité des données qu'on a utilisées pour entraîner le modèle. Deuxième, c'est la manière dont vous avez posé votre question, les prompts. Permettez, Yoshi, je peux faire consommer les 20 minutes là des questions, et puis je vais finir. Alors, troisième chose, c'est l'alternation, n'est-ce pas, des pensées critiques et cognitives. On n'arrive plus à réfléchir, on se donne à l'IA. Il y a un point d'évaluation, n'est-ce pas, la sous-représentation des savoirs locaux et l'uniformisation, n'est-ce pas, de la pensée scientifique. Tout ce que nous voyons sur ChatGPT, il n'y a rien de chez nous ici. La question que tu poses, on te répond sur base des données qu'ils ont entraînées. Et ces données sont où? Soit en Europe. Ce n'est pas ici. Si tu poses la question, les productions de cacao dans les Watalinga, tu ne trouveras pas ça. Donc, en posant la question à ChatGPT, quand il te répond, quand tu es comme ça là-bas, n'est-ce pas? C'est une colonisation numérique. On est colonisé numériquement par là. On nous répond selon ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils ont, pas selon ce que nous voulons. On ne contrôle absolument rien. Pas seulement nous, c'est toute l'Afrique. Et c'est ce que j'ai appelé aussi une dépendance numérique. Nous dépendons totalement de ces gens. Quand je parle de ces gens, vous savez de qui je parle. Alors, maintenant je parle de prompt engineering. Bien, je reste avec un seul point, permettez. Alors, je parle maintenant de prompt engineering. Ici, dans le prompt engineering, on va s'apprendre, n'est-ce pas, comment poser des bonnes questions à un outil d'IA. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que les erreurs commises par l'IA, qu'on appelle hallucination, viennent de deux causes principales. Premièrement, c'est la qualité des données sur base desquelles l'outil a été entraîné. Deuxièmement, c'est la qualité de la question qu'on a posée à l'outil. Alors, prompt engineering, n'est-ce pas? Le prompt engineering, n'est-ce pas, consiste à concevoir, formuler et peaufiner des requêtes, les prompts, pour obtenir, n'est-ce pas, des réponses précises, pertinentes, fiables de la part des modèles d'IA générative. Première chose, première technique, il faut attribuer un rôle précis au modèle. Quand tu poses la question modèle, attribue-lui une question. Parce que les modèles d'IA sont des experts dans tout. Si tu lui poses une question vague, il va manquer. Si tu poses il va te répondre comme médecin, alors que toi tu voulais qu'il te réponde comme expert en IA. Il va te répondre comme juriste, alors que toi tu voulais qu'il te réponde comme, je ne sais pas, comme tout ça. Alors, il faut l'attribuer une question. Comment par exemple tu dis, tu poses la question comme ça. Tu es un enseignant universitaire spécialiste d'IA générative. Point virgule. Donnez-moi la définition d'IA générative. Par exemple, il va te répondre comme un expert. Donc, il faut lui donner d'abord un rôle. Deuxième chose, proposer un contexte clair et précis. Par exemple, quoi? Le contenu est destiné aux étudiants de LD en informatique dans un cours d'entrepreneuriat en Afrique. Tu donnes le contexte. Il va te répondre avec beaucoup de machins. Alors, troisième technique, il faut dresser une tâche, n'est-ce pas, explicite. Par exemple, quoi? Expliquer les techniques du prompt engineering avec les exemples concrets. Tu lui imposes. Autre technique, préciser les contraintes. Tu peux dire quoi? Expliquez-moi ceci à 3 lignes. Ou à format, liste, tableau ou schéma. Ou à style académique, simple ou vulgaire. La langue, tu mets la langue aussi. Par exemple, réponds à Swahili à 7 lignes maximum sous forme de tableau. Tu lui proposes même comment est-ce qu'il va te répondre. Autre technique, organiser les raisonnements, n'est-ce pas? Expliquer étape par étape comment fonctionne une machine électrique, par exemple. Voilà. Donc, autre technique, il faut forcer, n'est-ce pas, un format de sortie. Tu veux quoi? Présenter la réponse sous forme de tableau avec 3 colonnes. Tu les précises. Autre technique, il faut faire par itération ici de suite. Voici par exemple un prompt bien posé. Tu es un expert en ingénierie électrique. Point. Explique le fonctionnement d'une machine électrique étape par étape. Le public cible est constitué d'étudiants en L3 génie électrique. Répond en français avec une langue académique, un langage académique clair, un tableau récapitulatif et un exemple final. C'est parce que je n'ai pas le temps, je pouvais soumettre mon prompt ici et vous allez voir la qualité de la réponse qu'on va me donner. Pas de détails inutiles.
mais avec précision. Bien que j'ai vanté l'IA générative, le Gen AI a aussi ses limites. Beaucoup d'ailleurs. Il n'a pas de conscience. Il n'a pas d'intention, ni de sentiments. Il ne comprend pas le monde comme nous les humains. Il génère le contenu à se baser sur les corrélations statistiques et les probabilités. Il invente souvent des faits, des références. Tu peux faire, tu dis voilà, je vais générer un article. Il te donne des références qui n'existent même pas. Des fausses références. Et tu gonfles. Tu penses que tu vas les présenter devant les gens, ce sont des fausses références. Tu gonfles, voilà. Ouais. C'est fausses références. Il y a une dépendance, n'est-ce pas, aux données d'entraînement. L'IA générative dépend totalement à 100% de ces données d'entraînement. Voilà pourquoi j'ai dit que la plupart des hallucinations, des erreurs commises par l'IA générative viennent de quoi? Des données d'entraînement, la qualité de ces données-là. Dépendance numérique, n'est-ce pas, c'est tous les pays africains. Nous, on dépend numériquement de ces gens. On n'a reproduit rien. On ne propose rien. On est consommateur. On n'est pas producteur, on a reproduit. Vous savez ce qu'on appelle data center? Data center. Data center. Quand vous avez ça, parce que notre site de l'ICBC est hébergé dans un data center quelque part au monde. Il y a des contrats qui disent que si vos données sont hébergées chez nous, on a droit à ces données, à les modifier quand on veut, à les utiliser quand nous voulons. En Afrique, il y en a combien? Il ne faut pas confondre data center et base de données. J'ai suivi le président IB qui parle de data center comme ça, et voilà. Donc, ok. Alors, les limites, n'est-ce pas, académiques, rédaction des notes, compréhension des notions complexes, disponibilité, n'est-ce pas, du savoir, sa discrimination. Ici, ce sont des gains, plutôt des gains académiques qui proposent quoi? L'IA générative. Il fait les rédactions des notes, la compréhension. Hein, donc, quoi qu'il présente, n'est-ce pas, un bon nombre de limites, il reste, n'est-ce pas, indispensable dans les milieux académiques modernes. Les étudiants utilisaient l'IA, il est indispensable. Utiliser ChatGPT, il est indispensable. Pour la rédaction des notes, pour la compréhension des notions complexes par prompt, pour la disponibilité, n'est-ce pas, du savoir, sa discrimination, on ne voit pas si tu n'es pas intelligent, tu es intelligent, tu es infirme ou quoi. L'IA ne voit pas si tu es infirme, tu es fille ou garçon. L'IA ne voit pas ça, il te répond comme tu l'as posé. Donc c'est une opportunité. La composition et correction des devoirs sans sentiment ni émotion. La rédaction académique, la facilitation, n'est-ce pas, des recherches scientifiques, la traduction des langues, et ainsi de suite. Maintenant, au-delà de ça, n'est-ce pas, pour les droits, dans les droits, analyse des cas, les maîtres avocats là-bas, il faut tout le temps. Allez là-bas, à la grande distance. Il y a des temps, des documents qui restent là-bas depuis 10 ans, 20 ans, des conflits fonciers. Ils n'ont pas le temps d'analyser tous ces documents-là. Donnez ça à l'IA, il va vous analyser ça en un laps de temps. Il vous donne les sanctions et propose il donne les infractions et propose même les sanctions dans des laps de temps. La traduction des langues, n'est-ce pas, en minimisant, n'est-ce pas, les gaps sémantiques. La rédaction des procès verbaux, j'ai expliqué ça ici. La prédiction des verdicts, selon les cas examinés. À droit, l'IA, tu donnes les cas, tu expliques ton cas dans ta langue. Il comprend ton cas et l'autre vient, il va comparaître devant l'IA et il vous donne les verdicts. D'ailleurs, il y a un pays que j'ai écrit ici, c'est en Albanie. En Albanie comme pays, on a nommé l'IA comme ministre des affaires de passation des marchés publics. Parce que là, ce domaine-là, il y a beaucoup de corruption. En Albanie, vérifiez sur Internet. En Albanie, n'est-ce pas, l'IA a été nommé comme qui? Comme ministre, n'est-ce pas, des affaires des passations de marché public et suivi. Tu vas corrompre l'IA, tu vas commencer où? Il n'y a pas de corruption là-bas, il n'y a pas de sentiment. Il ne va pas dire que non, voilà, donnez-moi mon pourcentage, il n'y a rien. Voilà. Ça c'est à droit, n'est-ce pas? Médecine humaine, n'est-ce pas? Diagnostic spécialisé, les prescriptions spécialisées. Regardez, je me rappelle un moment, j'étais au Sénégal, à Dakar, j'étais tombé malade, je suis allé voir un médecin et il me dit, je ne suis pas spécialiste, j'avais un problème avec mon œil. Il me dit, je suis généraliste. J'ai dit, soigne-moi. Il dit, non, il faut aller voir un spécialiste. Il va voir si on va faire la chirurgie ou pas. C'était à Dakar.
J'ai dit, comment ça? Il dit, mais là, chez nous, il n'y a pas ces gens. Il dit, non. Il dit, tu as déjà subi une intervention chirurgicale? J'ai dit, oui. Il dit, combien de fois? J'ai dit, 2 fois. Mais il dit, ben, qui a fait ça? J'ai dit, un généraliste. Il dit, un généraliste ne peut pas faire une intervention chirurgicale. Je lui pose la question. Toi, tu penses qu'on va les trouver où chez nous? Ils ne sont pas là. Mais l'IA peut te proposer, il peut se proposer à toi comme un spécialiste, un cardiologue, en cardiologie plutôt. Il peut te proposer à toi comme un spécialiste en neurologie. Tu donnes tes problèmes de nerfs, il te propose quoi? Les remèdes. Mais hélas, l'IA à médecine et à droit ne sont pas encore validés comme les décideurs. Ils sont et ils restent, n'est-ce pas quoi, les assistants des médecins et des magistrats. Tu ne peux pas dire que non. L'IA a dit que toi tu es condamné. Non, 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 c'est pas comme ça. L'IA propose et l'humain, voilà. Donc, mais dans certains domaines, comme en médecine humaine et à droit, n'est-ce pas, l'IA n'a pas encore été validée jusque-là au pays. Déjà que dans notre pays, je ne crois pas mettre centre si je m'abuse, déjà dans notre pays, il n'y a pas de cadre juridique pour l'IA. Donc, on est là comme des animaux et voilà. Donc, alors, dans l'administration publique, n'est-ce pas, il nous aide à la classification des dossiers, le management et l'extraction des formations, n'est-ce pas, importantes, des tas de données, des documents. Va à la mairie là-bas. Ah, ici, je ne parle pas de la mairie de Béni, je suis bénitien. Tu amènes ton dossier là-bas, tu déposes ça à 8h, tu rentres là-bas à 11h, le messieurs qui t'a remis ça, il ne sait plus où est-ce qu'il a mis ça. Oh non, j'ai classé ça ici, bon, c'était ici, bon, je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi ça? Il dit, l'IA, il va t'aider à faire ça. Non, un dossier était déposé ici, c'était pour un marché, quoi, tout ça. Prends ces documents-là, donne ça à l'IA, même si c'est sur des milliers de tas de documents, il va t'extraire ce que tu cherches dedans. Alors, mais les défis sont nombreux. Pour entraîner un modèle d'IA générative, un seul modèle d'IA générative, ça demande beaucoup de choses. Je donne un exemple. Pour entraîner GPT-4, non, GPT-3, on a eu à couper le courant, donc il est énergivore pour entraîner un modèle de GPT, donc un modèle d'IA générative. Il est énergivore. Pour entraîner GPT-3, que vous utilisez actuellement, on a eu à couper le courant, à utiliser le courant qui peut alimenter toute la ville de Béni, de Butembo et de Goma mis ensemble. Et c'est là pendant des semaines et même des mois pour entraîner un seul modèle de GPT-3 qui contenait, c'est pas, j'ai écrit quelque part, je pense, je ne l'ai pas écrit malheureusement, avec beaucoup de paramètres. Maintenant, qu'est-ce qui fait? C'est que ces modèles-là pour l'entraîner demandent beaucoup d'énergie électrique. C'est parce que il implique beaucoup de GPU, Graphical User Units, ça va, qui demandent beaucoup en termes d'énergie électrique. Donc, maintenant, ça a consommé au-delà de $300,000 juste pour entraîner un modèle à 2 ou 3 semaines. $300,000. Pour entraîner GPT-4, jusque-là, ils n'ont pas encore donné des données. Ils n'ont pas encore fourni des données en termes d'énergie et en termes de coûts. Mais ça a coûté des millions de dollars pour entraîner un petit modèle. Voici pourquoi l'Afrique, jusque-là, on n'arrive pas à entraîner un tout petit modèle de tout. Malheureusement, alors que nous sommes là. J'ai dit. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Merci pour votre attention. Mais je peux préciser, après les questions, vous allez me poser des questions, je vais répondre. Et moi, j'ai des questions à vous poser auxquelles vous allez répondre dans vos houses. Ces questions sont là, mais vous me posez d'abord les questions et je suis là pour vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Messieurs et dames, voilà, je disais donc ceci. Si j'avais un moyen de trouver les vendeurs de fleurs dans cette salle, je serais le premier à acheter ces fleurs pour offrir ça à l'orateur du jour. S'il vous plaît, on apprécie fortement par nos acclamations cette présentation. Ils sont nombreux en train de nous suivre. Vous vous retrouvez au Kenya, aux États-Unis, vous vous retrouvez en Inde, vous vous retrouvez partout au monde. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un sujet très important,
À l'ère de l'intelligence artificielle générative, défis, opportunités et perspectives pour la sphère académique. Messieurs et dames, l'ère est là, l'ère est arrivée. Nous avons déjà reçu les questions en ligne pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre en ligne. Et pour cela, avant de lire leurs questions, nous allons inviter justement 5 personnes ici devant pour poser leurs questions. 5 personnes. Merci bien. Les 5 personnes sont déjà prêtes pour leurs questions. Nous avons aussi 5 questions que nous allons lire justement pour que tout le monde puisse auditionner de quoi il s'agit. Et l'orateur du jour sera prêt à répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. On commence par la première question. Oui, par le nom, c'est Georges Vaini Daniel. Je suis étudiant en théologie L0. Ma question est de vouloir savoir si comment l'Afrique ou la RDC ou encore l'Université chrétienne bilingue du Congo peut-elle passer du statut de consommatrice de l'IA à celui de productrice de connaissances et de technologies en intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Par le nom, c'est Karen Biaka et ma question est libellée de la manière suivante. Comme dit dans l'exposé, l'intelligence artificielle générative facilite l'accès à l'information, c'est-à-dire ça nous fournit l'accès à l'apprentissage. Maintenant, ma question est de savoir si l'accessibilité et la démocratisation du savoir que vous avez évoqué dans les importances de l'intelligence artificielle générative ne risquent pas de s'accompagner d'une uniformisation des connaissances reproduites par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que lorsque vous posez une question, par exemple en classe, moi je consulte l'intelligence artificielle et mon ami consulte aussi l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne risque pas de nous donner les mêmes idées alors que si nous réfléchissions par nous-mêmes, nous aurions pu avoir des idées qui sont contraires? Merci beaucoup. Je suis Christian Bassikania, étudiant en faculté du droit. Nous tenons tout d'abord à remercier le présentateur pour cette brillante présentation. J'aimerais intervenir par rapport à certains éléments que vous avez avancés. En tout cas, monsieur le présentateur, vous avez été trop extrémiste en voulant déshumaniser les réalités qui sont pourtant naturellement humaines et qui ne peuvent en aucun cas être déshumanisées. C'est l'exemple de ce que vous avez donné par rapport à des verdicts qui doivent être rendus par... certes, cela n'est pas encore adopté dans la plupart des législations africaines, mais dans vos propos, vous vouliez proposer cela comme piste de solution pour désengorger au moins les juridictions. Ne voyez-vous pas que l'intelligence artificielle qui n'a pas d'âme risque de confondre le contexte dans lequel certains actes illicites ont été posés? L'intelligence artificielle ne saura pas contextualiser le fait et risque de sanctionner peut-être quelqu'un qui allait jouir des circonstances atténuantes. Monsieur le présentateur, ne voyez-vous pas que vous avez été extrémiste et cela déshumanise justement ce qui est naturellement humain? Merci. Assistant Eloge Taraja, j'ai 2 questions. Évidemment avec une perspective enseignant. Quelle éthique académique pour un usage
de l'IA générative? Ça, c'est la première question. La deuxième, si l'IA générative démocratise les connaissances, allons-nous fermer les universités? Merci de m'accorder la parole. Je suis Gilbert Kambale, je suis étudiant en théologie, j'ai fait le Master 1. Alors, ma première préoccupation, si je vous ai bien suivi, c'est à propos de dire nous n'apportons rien. Et pourtant, vous avez dit au courant de votre exposé qu'il y a nos données qu'on utilise. Vous avez cité même l'ICBC. L'exemple patent, c'est en fait le cas de Watalinga par rapport au cacao, ou peut-être ici ailleurs, ici chez nous, parce que nous en produisons aussi. Et si un étudiant a fait un travail sur cela et qu'il a balancé, est-ce qu'on ne peut pas utiliser en fait de telles données qu'ils ont eues, n'est-ce pas, au travers les publications que les gens font? Alors, deuxième préoccupation, c'est en fait un article que j'ai lisé ce matin dans Phoenix Browser qui dit ceci, je cite, « Ce n'est que du charabia. L'administration Trump, président des États-Unis, va utiliser l'IA pour écrire des lois. » Parce que vous êtes revenu sur les juridiques, et je crois que vous avez donné une partie de la réponse, mais je voudrais savoir par rapport aux lois. Merci. Merci bien. Merci beaucoup pour toutes les questions. Alors, je vais saluer la présence de tous les ressortissants de l'UCBC qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous saluons la présence de Daniel Monga, qui vient de poser aussi ces questions. Daniel Monga, Master Student at Daystar University in International Relations. Doctorant Eric, merci beaucoup pour ces brillants exposés. J'ai cependant 3 questions qui me brûlent les lèvres. Vous avez... Merci bien. Vous avez affirmé que l'objectif principal de l'intelligence artificielle... Voilà. Vous avez affirmé que l'objectif principal de l'intelligence artificielle est de donner aux machines la capacité de percevoir, de raisonner, d'apprendre et agir de façon autonome et rationnelle dans un environnement spécifique. Dans votre exposé, vous avez mis en avant les limites et insuffisances humaines pour justifier l'intérêt de l'intelligence artificielle. Cela insinue clairement que l'IA est plus efficace que l'être humain. La première question, dans ces contextes, en tant qu'étudiant qui se donne à fond pour rendre le monde meilleur, mais qui constate que l'IA accomplit déjà mieux certaines tâches que lui, que doit-il faire exactement pour rester pertinent et utile tout en poursuivant sa passion? Ok, deuxièmement, vous avez mentionné que l'IA reste une fonction qui confère des capacités aux machines. La question est la suivante. Mais si elle agit de manière autonome, cela soulève une inquiétude. Devrons-nous laisser les contrôles aux machines ou garder une supervision humaine permanente? Cela voudrait dire que nous devrions plutôt apprendre à contrôler l'IA plutôt que d'apprendre ce qu'elle fait déjà mieux. Une autre question suivante. En droit international humanitaire, lorsqu'un État utilise des armes autonomes à destruction massive qui mettent en danger la vie des civils, qui est sanctionné? Par analogie, si un drone militaire autonome attaque une cible, voulais-je dire, une cible de manière indépendante et fait des dégâts civils considérables, la question se pose. Qui doit être blâmé? L'État qui l'a déployé ou la machine qui a agi? Nous avons d'autres questions. Et nous reconnaissons la présence en ligne de l'ingénieur Mapamboli Ebuta qui venait de poser également sa question. La question est la suivante. Vu l'évolution de l'intelligence artificielle, quelle attitude doivent avoir les étudiants pour garantir leur place dans le monde professionnel? Merci bien, nous allons nous arrêter par là. Merci, monsieur Bioshi, ingénieur. Je pense que je vais répondre aux questions ici qui sont présentes ici.
Pour les questions de sécurité en ligne, j'aimerais que vous, peut-être, ce sont des questions kilométriques. Alors j'aimerais que vous puissiez me les lire encore quand je vais finir les questions de ceux qui sont présents physiquement ici. Je remercie ceux qui sont passés poser des questions pour leur intérêt et je vais répondre. Alors je vais commencer par la question de M. Georges qui a demandé si comment la RDC et l'Afrique peuvent faire, n'est-ce pas, pour passer du statut consommateur vers le statut consommateur vers le statut créateur, ou c'est pas. Alors cette question, si je prends les pays, la RDC, normalement, n'est-ce pas, pour passer des statuts consommateurs vers les statuts créateurs, ça ne viendrait pas d'une personne, d'un individu. Tellement que ça coûte trop cher pour mettre ça en place. Mais seulement, si je prends l'exemple d'autres pays, ça vient des politiques publiques. Ça vient des politiques publiques, monsieur Georges. Ça devrait venir d'une politique publique. Mais toutefois, il y a aussi des petits modèles que tu peux concevoir. Ce n'est pas que pour mettre en place un modèle d'IA générative, tu dois avoir des millions. Pas du tout. Il y a aussi des petits modèles que tu peux concevoir. Il faut ça ici à l'ICBC, les étudiants, comme TP, plutôt, comme mémoire. C'est des prototypes, effectivement. Mais pour passer au modèle vraiment consommable partout au monde, qui s'impose, ça dépend d'une politique intérieure ou publique, n'est-ce pas, des pays à un autre. Et cela repose effectivement sur les universités. Il y a un exemple que j'allais donner, mais comme le temps nous presse, je n'ai pas donné l'exemple. Retenez seulement qu'il y a des petits modèles qu'on peut mettre en place ici, qui ne demandent pas tellement, mais pour mettre un grand modèle en place, n'est-ce pas, ça demande une politique, n'est-ce pas, interne et publique des pays à un autre pays. Alors pour la question, n'est-ce pas, de la crainte d'uniformité des réponses, c'est la question de Keren. Non, pas du tout. Keren, tu peux poser ta question maintenant, je pose ma question maintenant aussi. Nous n'aurons pas la même question. Pourquoi? Parce que, premièrement, les prompts que moi j'ai écrits, ce n'est pas les prompts que toi tu as écrits. Première chose. Deuxième chose que vous devez retenir. Quand tu poses ton prompt, ta question à l'IA générative, tu poses ça via quoi? Via un navigateur. Le navigateur porte quoi? Il porte quoi? Ton mail. On a semblé. Quand tu as créé ton mail, tu avais précisé qui tu es. Moi, j'ai dit que je suis enseignant. Toi, tu as dit que tu es étudiante. Et les prompts aussi, les réponses qu'il va me donner vont dépendre de votre profil. Donc, moi, je peux poser ma question comme enseignant. Tu poses ta question comme étudiante. On a des réponses différentes. Il n'y a pas de crainte d'uniformité des réponses. C'est tout dans la sémantique, le contexte. Et il y a la question de M. Christian. J'ai été extrémiste. Oh, bon, ok. Alors, risque de quoi? De confondre car il n'a pas de dame. Dans le cas des droits. Ok. Monsieur Christian, je vous informe que je suis chercheur dans le domaine d'IA appliqué au droit depuis un moment. Et vous avez évoqué dans votre question la thématique des verdicts. C'est vrai, il n'y a pas un cadre juridique pour encadrer ça jusque-là en RDC. Et voilà pourquoi j'ai dit que jusque-là, à droit et en médecine humaine, l'IA reste un assistant et non pas un décideur. Mais, je vous affirme que, et je vous le confirme que, avec l'IA générative, n'est-ce pas, on peut faire mieux que ce qu'ils font nos magistrats actuellement. Bon, en fait, je ne sais pas si, je ne suis pas un juriste, mais je ne sais pas si les droits, quand on est en train de tracer une question des droits, si on les fait avec quel état d'âme? On les fait avec des émotions? Vrai ou faux? Je pense faux. Est-ce qu'on les fait avec des sentiments? Non, pas du tout. Donc à ce moment-là, l'IA serait mieux que l'homme, mais l'IA n'a pas encore le pouvoir de décider. Mais il est juste là comme quoi? Comme un assistant à l'homme. Et donc, dire que non, il y a une crainte que l'IA puisse condamner celui qui ne serait pas condamné. Par contre, il y a une crainte que les magistrats condamnent quelqu'un qui ne serait pas condamné. Il y a des preuves. Ça s'est fait jusqu'à maintenant. Il y a des victimes qui sont en prison qui n'ont jamais fait des fractions. Parce que j'ai amené un pot de vœu à un magistrat, il va tracer la question à ma faveur. Mais tu vas amener le pot de vœu à qui? À l'IA. Où? Quand? Comment? Il n'y a pas de moyen. Veut dire que si tu descends dans la question des sentiments, des émotions et des pensées et d'état d'âme, alors là tu donnes la force à l'IA. Parce que lui n'a pas ça, mais l'homme a ça. Donc je rentre dans l'exemple que je donnais, M. Christian. Tu ne peux pas me dire qu'un greffier formé va bien faire les rapports pendant les procès qui est le modèle d'IA. D'une langue à une autre langue. Ça, c'est très faux.
Je pense que c'est une longue question. On peut discuter davantage. Mais je vous confirme qu'il n'y a pas de cadre juridique dans ce sens-là. Et j'ai dit que l'IA ne remplace pas les magistrats jusque-là. L'IA appuie les magistrats comme un assistant. Mais l'IA donne des verdicts. C'est base des faits. Je suis un chercheur dans ce domaine-là depuis un moment. Je sais de quoi je parle. Mais si tu veux une discussion, tu peux venir à mon bureau, on va discuter davantage. Alors, la question de M. Taradja, c'est une question il a des questions, c'est très pertinente. Quelle est l'éthique, n'est-ce pas, académique à l'université? En tout cas, M. Mali Moutaradja, l'éthique à l'université, c'est très contraignant. C'est très contraignant. D'abord, ce que je vais vous informer, c'est que nous, même si nous faisons quoi, nous ne pouvons pas défendre les étudiants d'utiliser les outils de l'IA générative. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas combattre l'IA générative dans les milieux académiques. C'est contradictoire. D'autant plus que l'IA générative donne ses bénéfices et ses défauts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on est à l'ICBC ici. Alors, monsieur le Mali Moutaradja, on ne peut pas, éthiquement par là, c'est compliqué, mais je vais expliquer ça. Mais d'emblée, je veux dire qu'on ne peut pas combattre l'IA dans les milieux académiques. On ne peut pas défendre à ces jeunes gens ici d'utiliser les outils de l'IA générative. C'est impossible. Il faut le faire. Que nous le voulions ou pas. Il faut le faire. Par contre, il faut les encadrer dans ce sens-là. Il faut les encadrer et leur apprendre de comment utiliser l'IA générative tout en gardant quoi? Les capacités cognitives humaines. On ne peut pas les défendre, c'est impossible. Ils sont déjà dedans. C'est comme avant, si on disait que non, vous savez, moi j'ai fini avec une fille à l'ICBC ici, je n'ai pas cité son nom. Elle a fini à l'ICBC, je ne parle pas des écrits de réveil, elle est partie des écrits de réveil. Elle a mis sur son statut et dit, les livres électroniques, c'est satanique. Bible électronique, c'est satanique. J'ai dit, mais c'est pas normal. Toi, tu es fini à l'ICBC et tu dis que, voilà, c'est pas normal, c'est la folie. Ça veut dire quoi? Des fois, on commence si on combat la technologie, nous combattons nous-mêmes. Elle va nous consommer. Alors, au lieu de combattre la technologie, il faut plutôt l'encadrer chez les jeunes gens. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est désencadrer seulement, leur dire comment il faut faire avec. Comment il faut faire avec. Et surtout, la tâche nous revient, nous, enseignants. Je ne vois pas l'avantage ou le travail des questions du genre, qu'appelle-t-on? Définissez-moi, expliquez, qu'attendez-vous? Ces questions sont dépassées davantage. Tu donnes ça à un étudiant, il te ramasse ça 2 secondes. Avec ChatGPT. Avec un français bien fignolé. Même en anglais, même en espagnol. On doit les laisser utiliser ces choses-là. Vous savez quoi? Écoutez-moi, je vous dis une chose. J'avais un enseignant de mathématiques ici à l'ICBC qui s'appelle l'évêque. Bah non, paye à son nom, pas celui-là. Les mathématiciens là, c'est qui? Minoko. Je l'ai vu avec un livre à chinois. J'ai dit, mais comment tu lis ces livres ici à chinois? C'était en 2000, j'étais encore jeune, dans les temps. Il y a quoi? J'ai dit, mais c'est un livre à chinois. Comment des mathématiques? Il me dit, non, moi je sais lire les signes des mathématiques. Les signes des maths à chinois, en arabe, c'est le même signe. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas empêcher l'étudiant de consulter un livre à chinois. Actuellement, c'est possible. Hein? Imaginez-vous qu'on amène un livre à chinois qu'il faut lire. C'est compliqué. Mais avec ChatGPT, c'est l'un des modèles. Avec le modèle d'IA générative, l'étudiant peut consulter les livres dans toutes les langues. Et donc, il a l'accès à toutes les connaissances. C'est la démocratisation de la connaissance. Nous, les enseignants, nous sommes restés mains réduits. On n'a plus rien à main. Tout est là-bas. Ils ont accès à tout. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire quoi? C'est les encadrer. Et j'encourage beaucoup personnellement les questions de réflexion. Bon, moi j'ai dit, si nous enseignons, si on enseigne les étudiants, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils comprennent, n'est-ce pas? Pour qu'ils apprennent. On est assemblé? Si mon étudiant, je lui pose une question,
il part utiliser ChatGPT ou un autre modèle de IA générative. Parce qu'il ne faut pas confondre entre ChatGPT, c'est l'un des modèles. Il y a beaucoup, il y a Claude, il y a Llama, il y a beaucoup. Alors, s'il a utilisé un modèle d'IA générative, il a compris. Je l'amène devant moi, il m'explique parfaitement ce qu'il a compris. Il a max. Il a max. Pourquoi? Parce que je veux qu'il comprenne. Il a lu sur un modèle d'IA générative. Il a compris. Il revient, il me donne la réponse. Il m'explique la réponse. Mais je donne les points. Parce qu'il a compris. Il a appris. Et c'est ce que je veux qu'il apprenne. Il a appris, je donne les réponses. Il donne des réponses. C'est comme par exemple, même étudiant de quoi? De IG ou de GI ou électromécanique. Bon, en fait, j'ai laissé montrer ici des modèles pour générer les codes informatiques. Je donne un projet à faire. Il génère les codes avec ce modèle-là. Je les mets devant moi. Il dit, explique-moi ligne par ligne de ces codes-là. Il me les explique parfaitement. Où est le problème? Il a compris. Je donne les points. Alors, nous devons plutôt encadrer, n'est-ce pas, en encourageant des questions de réflexion et de présentation. Pas des questions de TP qu'il faut déposer. Non. Donne une question, ils vont chercher, ils viennent, ils présentent. Ils développent l'esprit critique et cognitif. C'est peu ça. Alors, la dernière question, c'est de M. Gilbert. Nous n'apportons rien, n'est-ce pas? Et pourtant, ok, ça va. Ok, c'est bon. On n'apporte rien. Alors que j'ai dit que nos données sont utilisées. Mais est-ce que nos données sont utilisées par notre volonté, de notre volonté? Pas du tout. Est-ce que quand nous mettons nos photos sur Facebook, avant on savait qu'on va utiliser ça? Pas du tout. On n'apporte rien. Surtout que nous ne pouvons pas aussi retirer ça. Si on apporte, donc on peut aussi enlever. Mais est-ce qu'on a le droit d'enlever? Non, pas du tout. On n'apporte rien. Et d'ailleurs, on met ça là-bas sans intention que ça sera utilisé. C'est comme quelqu'un qui oublie une chose, qui ramasse ça, qui n'a pas donné. Vous voyez ça? Il a ramassé ça. Il dit non, je lui avais donné l'argent. Il avait ramassé l'argent, il n'a pas donné l'argent. Il n'y avait pas d'intention de donner. Il avait ramassé l'argent. Donc ça veut dire qu'on n'apporte rien. Mais à savoir que comment maintenant nous pouvons être les droits. Vous avez parlé des données de Watalinga, qu'on a récolté Watalinga. Il faut mettre ça en ligne. Il faut mettre ça en ligne. D'ailleurs, monsieur l'académie, quand vous êtes là, j'ai profité de cette occasion. Bien avant, il y avait des étudiants, j'ai posé la question là dans la de recherche encore une fois. Avant, les étudiants profitaient dans les mémoires. Ils référençaient des travaux non publiés. Moi, j'ai fait mon TFC en 2014. J'ai fini ça. Peut-être que je n'ai même pas déposé ça à la bibliothèque. J'ai ça à la maison. J'ai déjà perdu ça d'ailleurs, par exemple. Maintenant, l'étudiant veut venir citer ça. Eric avait dit ceci en 2014. Mais attends, quand nous prenons ça, nous avons à l'ICBC Tanitin pour tester les niveaux de plagiarisme des travaux des étudiants. Quand nous allons passer ça de Tanitin, Tanitin ne verra pas ça. Parce que ce n'est pas en ligne. C'est là-bas, dans nos papiers. Il y a de la poussière dessus. Peut-être que je n'ai même pas ça, j'ai perdu ça. Alors ça va sortir comme quoi? Comme une information originale alors que c'est une chose déjà traitée. Voilà pourquoi vous allez voir l'ICBC travaille, c'est un travail. Surtout à génie, on fait l'électromécanique. On fait des choses ici, on fait ça à l'Ista Goma, on duplique ça partout ici. Oh, c'est nouveau. On a déjà fait ça à l'ICBC depuis longtemps. Donc c'est un peu ça. Si on n'est pas en ligne, ne dites pas que vous êtes là. Donc, monsieur Gilbert, les données de votre ligne là, il faut mettre ça en ligne. Si on met ça en ligne, il faut mettre en ligne comment? Pas comme on fait avec Facebook, parce qu'on va utiliser ça cadeau. Si on met ça en ligne comme on fait sur Facebook et WhatsApp, tout ça, on va les utiliser cadeau, gratuitement. Et c'est quoi? Les mérites ne reviendront même pas. Voyez-vous ça? Alors, encore une fois, au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle la politique publique du pays. Malheureusement. Déjà qu'il n'y a pas de cadre juridique. C'est compliqué. C'est moi parce que l'institution est apolitique, mais j'allais donner un conseil politique ici. Mais je me réserve. Donc c'est un peu ça, M. Gilbert. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci.
Je ne sais pas si je vais répondre aux questions en ligne, tellement le temps nous terrasse. Oui, une question à la fin. Posez. Oui. Merci beaucoup. Là, ça rentre encore dans le domaine du droit. Je ne suis pas juriste, mais je suis chercheur dans ce domaine-là, du droit appliqué à l'IA. Alors, plutôt de l'IA appliqué à droit. L'IA générait des lois. Déjà, j'ai dit, les lois, il faut aller, les lois sont appréciées. Avec quel état? Est-ce que les lois sont autorisées d'être appréciées, ou l'appréciation des lois autorise les sentiments, ou les émotions, ou les états d'âme? Si la réponse c'est non, c'est que l'IA n'a pas ces choses-là, il peut bien faire que l'homme à ce domaine-là. Et donc, si le président Trump a dit ça, moi, si j'avais le pouvoir, je l'encouragerais et je le soutiendrais. Parce que, écoutez, vous savez que, vous savez, la politique n'est pas loin du droit. Alors, parlant du droit, j'ai tendance à aller parler des questions politiques. Vous savez qu'il y a des lois qui sont, il y a des lois qu'on élabore, il y a des lois taillées sur mesure. On sait que non, M. Gilbert est de Béni, il a une grande, je dirais comment, la population Béni sera votée comme président Béni. Au Sipivis Béni, ce n'est plus une ville, une circonscription. On sort une loi. Pour départager quoi? Tes électeurs. C'est une loi taillée sur mesure. L'IA ne fera pas ça. Voilà pourquoi vous avez vu, quand on a départagé les pays précipitamment, à 26 provinces. Je n'ai rien dit, mais vous avez compris apparemment. Donc il y a des lois, l'homme est lié aux sentiments, l'homme est lié aux émotions, l'homme est lié aux états d'esprit, aux états d'âme plutôt. Mais si l'IA n'a pas ça, et si le droit ne permet pas ces émotions, parce que quand vous jugez quelqu'un, vous le jugez sur base des lois. La loi n'a pas d'âme. Voilà pourquoi on dit quoi? D'où la lettre, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous voyez ça? Donc la loi est dure, c'est la loi. Donc ça veut dire quoi? Ça n'a pas d'état d'âme, ça n'a pas de sentiment, ça n'a pas d'émotion. C'est exactement, l'IA performe mieux dans ce domaine-là. Donc, à votre question, si j'avais le pouvoir, j'allais soutenir vivement le président Trump. S'il m'écoute, je ne sais pas, il ne peut pas m'écouter certainement. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Je pense que les questions en ligne, je pourrais y revenir. Merci bien. Plus tard. Peut-être nous allons répondre justement à une question de M. Daniel Monga et une autre question de l'ingénieur Mapamboli. La première question de M. Daniel Monga. Dans ce contexte, en tant qu'étudiant qui se donne à fond pour rendre le monde meilleur, mais qui constate que l'IA accomplit déjà mieux certaines tâches que lui, que doit-il faire exactement pour rester pertinent et utile tout en poursuivant sa passion? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Je n'allais pas laisser la question. J'ai juste oublié. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Écoutez-moi très bien. Je répète. Vous n'allez jamais combattre l'IA. Jamais. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre comment mieux utiliser les outils d'IA dans votre domaine. Si tu veux, tu laisses, et puis tu t'avances, tu ne vas plus exister. À la question du pasteur Monga, tout ce qu'il a à faire, c'est d'apprendre, parce que les outils d'IA sont maintenant nombreux, c'est d'apprendre à mieux utiliser les outils d'IA dans ce domaine. Mais je rentre ici, les gens de génie info ou IG, ne célébrez même pas, ce n'est pas la peine. Écoutez-moi très bien. Pour mieux utiliser les outils d'IA des générations, pour générer les codes informatiques, vous devez avoir des bases solides. Sinon, ça va générer. C'est comme ça génère des Chinois. Tu ne connais rien. Mais il faut rendre les bases. Quand tu connais, ça te génère. Donc, ça t'aide à avancer. Ça ne te remplace pas. Les gens opèrent de l'IA pour rien. L'IA ne vient pas remplacer vos fonctions quotidiennes. L'IA vient appuyer ce que vous faites des gens. Mais si tu veux, tu refuses l'IA, tu vas perdre ton poste. Et après, on va mettre quelqu'un d'autre là-bas. Écoutez, par exemple, les secrétaires là, les secrétaires qui font les secrétariats des réunions, quoi, tout ça. Ça n'a rien à voir.
l'IA fait ça mieux, et avec un résumé, il choisit ça très bien. Il te sort ça en anglais, en français et en chinois en même moment. Voilà, je ne voulais pas interrompre justement, c'est la question de l'ingénieur Mapamboli qui vient de confirmer ou bien de compléter la question de monsieur Daniel Monga. Vu l'évolution de l'intelligence artificielle, quelle attitude doivent avoir les étudiants pour garantir leur place dans le monde professionnel? Très bien, j'ai répondu à la question là dans mon exposé. Quelle attitude doivent prendre les étudiants? À tout état des choses, ne vous remplacez pas par l'IA, chers étudiants. L'IA est à votre apanage pour vous appuyer. J'ai dit ici qu'avant, on allait sur Google, on cherche, on manque, on va sur Wikipédia, on manque. Mais l'IA est là pour fouiller pour vous. Il fouille tous ces sites-là pour vous. Tout ce que vous pouvez faire. Mais attends, avant, quand on avait des questions d'examen ou de TP, on allait où? À Google, c'était un péché? C'était pas un péché. On va à la bibliothèque. Ce sont des connaissances qui sont là, qui sont couchées là-bas. Vrai ou faux? Est-ce qu'aller à la bibliothèque, c'est la triche? C'est pas de la triche. Pourquoi aller avec les outils de l'IA, c'est de la triche? C'est pas normal. Mais seulement, permettez, seulement, on ne peut pas te faire une question d'examen. Tu vas prendre un livre à la bibliothèque, tu veux lire ça à l'examen. C'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? On va à la bibliothèque, n'est-ce pas? On lit, on comprend, n'est-ce pas? Et on rentre dans cet examen, on produit ses connaissances. Vrai ou faux? L'IA, c'est pareil. Tu vas sur l'IA, tu lis, tu comprends, tu viens de ça d'examen, tu reproduis les connaissances. C'est tout. Si tu connais déjà, c'est pas un problème. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Avec tous les respects que je vous dois, je réclame de fortes acclamations pour les réponses du présentateur. Voilà, merci bien. Alors, vous avez été utile justement en posant vos questions. C'est sûr que vous avez été courageux. J'ai justement assisté aux esprits éveillés aujourd'hui. Alors, messieurs et dames, avec tous les respects que je vous dois, soyez déjà attentifs justement pour auditionner les questions auxquelles vous allez répondre. Alors, il y a 3 questions dans les houses. Première question, que pensez-vous de l'utilisation de l'IA générative en milieu académique? Et spécialement pour les générations des évaluations que j'ai expliquées ici. Évaluation, ça veut dire interrogation, examen, que l'IA génère les questions d'examen. La correction automatique des évaluations, je sais que les étudiants vont refuser ça, mais bon, voilà, vous allez réfléchir là-dessus. Et dernier, pour les enseignants, la préparation des notes académiques. Qu'en pensez-vous? Deuxième question, comment jugez-vous l'apport de l'IA générative dans votre vie quotidienne comme étudiant et ou comme enseignant ou chercheur? Dernière question, quelle est la politique d'utilisation de l'IA générative que vous vous fixez pour garantir votre intelligence cognitive humaine et votre esprit critique comme étudiant ou comme enseignant? Ce sont là les 3 questions que vous allez... C'est pas visible? Je répète. Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA générative en milieu académique? Ça veut dire quoi? Spécialement sur la génération des évaluations, donc générer les évaluations, les interrogations, les examens, la correction automatique des évaluations, donc tu fais ton examen, ton papier, on prend ça, on entre ça dans l'outil de l'IA. Si tu as 0, il dit que tu as 0, parce qu'il n'a pas d'état d'âme. Dernièrement, pour la préparation des notes pédagogiques, nous enseignants, quand on va sur l'IA, proposez-moi un cours de base de données, il te donne tout. Comme enseignant. Que pensez-vous? Deuxième question, comment vous jugez l'apport de l'IA générative dans votre vie quotidienne comme étudiant ou comme enseignant ou chercheur? Dernière question, quelle est la politique d'utilisation d'IA générative que vous-même vous fixez pour garantir votre intelligence cognitive humaine et votre esprit critique comme étudiant ou comme enseignant? Ce sont les 3 questions. Avant de finir, je donne un seul petit conseil. S'il vous plaît, je n'ai pas dit que l'IA va vous remplacer. Je n'ai pas dit que l'IA va faire tout pour vous, chers étudiants. Mais je vous conseille d'utiliser l'IA
consciencieusement, tout en garantissant votre esprit critique et vos capacités cognitives humaines. Je vous remercie. Merci bien. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On acclame fortement, messieurs et dames. Voilà. Avant d'inviter ici devant monsieur l'admin de l'UCBC, j'ai l'honneur d'inviter ici l'étudiante Chris Bertrand. À l'UCBC, il y a des surprises.